Je fais de la mobilité tous les jours. J'avais besoin juste d'expérimenter des trucs et de pas rester dans une routine. J'aimerais que avoir une activité physique, ça soit au même niveau que se brosser les dents en fait. Pour moi, chaque course c'est une remise à zéro. C'est juste que t'as ton expérience du passé qui te donne des solutions plus rapidement qu'avant. Moi, je suis quelqu'un qui me blessait énormément quand j'étais plus jeune. Le sommeil, c'est quelque chose qui est hyper important. J'ai eu plein de moments où c'était dur. Est-ce qu'il y a une petite partie de toi qui aurait aimé être athlète de haut niveau? C'est pas une petite partie. C'est une grosse frustration en vrai ça. Salut Nico. Salut Bart. Pas trop essoufflé après le triathlon de ce matin. J'ai pas nagé, bon, sauf si le métro on appelle ça une piscine, mais ouais, loupé. Mais comme problème de métro, vélo pour venir, pour me rendre compte qu'après il fallait courir un petit peu pour arriver. Franchement, ça met en forme. Au moins je suis bien réveillé, là, il n'y a pas de doute. Il y a un petit conditionnement pour venir ici, c'est le petit effort. Ça se mérite en extraterrien, je pourrais dire. Je suis trop content d'être là. Tu sais, il y a un peu ce syndrome de l'amitié parasociale, tu vois, du créateur de contenu que tu as suivi. Toi, ça fait plus de 10 ans que tu es là en plus. Je pense que tes premiers articles de blog, c'est en quelle année? C'est fin 2013. Je les ai laissés juste pour des fois pour revenir les voir et me dire ah c'était ça il y a 10 ans quand même, il y a du programme, mais c'est cool aussi de garder tout l'historique pour y revenir et voir le chemin parcouru depuis quoi. Ok. Parce que j'ai des souvenirs en 2014-2015 où je mettais mes premiers articles de blog sur des groupes Facebook. Et tes groupes de Facebook à l'ancienne, et ça marchait super bien des fois pour faire connaître un blog, pour faire connaître une page et tout. Et j'étais tombé sur ce que tu faisais à l'époque, je kiffais. Donc tu vois, ça fait j'ai pas le temps de consommer tous les contenus, tu vois, mais voir quelqu'un de loin un peu évoluer, ça fait il y a toujours un peu ce truc là, donc ça fait hyper plaisir, je suis trop content. Ouais, bah moi aussi, enfin c'est pareil, je n'écoute pas tous les podcasts parce qu'il y a trop de podcasts que j'adore écouter et à la fin t'es en mode ah. Mais ouais, ça fait plusieurs années que j'écoute régulièrement en fonction des invités, en fonction du temps que j'ai, et je prends toujours plaisir à écouter tes podcasts, donc très content d'être là. Trop cool, je suis ravi d'être là. Est-ce que, alors bon, j'imagine que 80% des auditeurs d'Extraterrien savent qui tu es, mais pour les 20% restants, est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît? Ouais, alors je suis Nico, ingénieur logistique à la base, qui peut-être s'ennuyait un petit peu, avait envie de partager sa passion de la course avec du monde, parce que ma copine ne court pas spécialement intéressée par la course à la base, pour y revenir. Et du coup, un jour de rentrée de boulot, assis dans mon canapé, je lui dis j'ai envie de créer un blog. C'est parti vraiment comme ça. Comme elle est graphiste, elle m'a aidé un petit peu sur faire un petit logo et 2-3 trucs au départ. Et puis après, j'ai commencé juste à écrire là-dessus. Et au fur et à mesure, en fait, moi, dans ma pratique, ça m'a questionné sur qu'est-ce que je peux aller apprendre de tout ça. Donc, j'ai lu et j'ai synthétisé. Et je me suis rendu compte que j'aimais écrire. Après des études scientifiques, c'est dommage de te rendre compte qu'en fait, finalement, peut-être que littéraire, c'était un truc qui m'aurait plu. Mais j'aimais écrire et j'ai commencé à écrire des conseils, à essayer de me donner mes propres conseils. Ça a marché pour d'autres qui ont dit « Ah, c'est cool ». Et puis en fait, j'y ai pris goût. En fait, c'est devenu un jeu d'apprendre, de retranscrire et au fur et à mesure de faire du contenu. Et je pense qu'au fur et à mesure des années, ça n'a pas changé. Ça a commencé par du blog et ça s'est transformé en de la vidéo et aujourd'hui une plateforme de course. Mais en soi, la philosophie, elle est la même. C'est retranscrire la théorie et toute l'expérience qu'on peut avoir dans le monde sur comment fonctionne la course à pied, essayer de le mettre avec des mots qui parlent à tous les coureurs. Ok. C'était quoi la photo un peu portrait du Nico qui se lance et qui clique sur son premier publié tu vois, on peut faire le portrait sportif, tu vois, et te dire combien tu courais, mais c'était aussi peut-être, est-ce qu'on peut avoir une photo un peu sportive, peut-être un peu psychologique et professionnelle du Nico à l'époque? Je pense que c'est quelqu'un qui se cherchait pas mal en fait, parce que à l'époque, c'est peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'était tu fais les études parce que c'est bien, c'est comme ça, la vie était un peu normée. Il n'y avait pas des entrepreneurs dans tous les sens qui t'ouvraient l'esprit en mode ah tu pourrais faire ça ou ça. Et en fait, j'ai fait mes études, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai travaillé, mais il y avait un besoin de sens que je trouvais peut-être pas forcément dans tout ça, et à avoir des projets à côté
J'ai toujours eu des projets à côté en fait. En 2003, j'ai déjà eu un site internet. Ça, c'est un petit dossier qu'on pourrait ressortir un jour. Déterrons-le. Mais sur les jeux de rôle, enfin bref, j'avais toujours envie de faire des trucs à côté. Et là, je pense que j'avais besoin juste d'expérimenter des trucs et de pas rester dans une routine. Je me suis rendu compte avec les années que j'étais quelqu'un qui avait des idées, qui aimait créer, mettre en place des choses. Et en fait, dans le quotidien, j'étais dans une boîte un petit peu et je pense que j'avais besoin de me trouver et d'essayer des choses. Et on dit souvent, il faut essayer plein de choses avant d'y arriver. J'ai eu la chance de tomber sur ça, c'est le projet qui me convient. Et puis je l'ai juste. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu plein d'échecs et de trucs qui n'ont pas marché au fur et à mesure, mais le fil a été plutôt positif depuis 10 ans parce que je fais toujours la même chose, grosso modo, quoi. Ça évolue un petit peu, mais c'est toujours la même philosophie, quoi. Ok. T'avais quel niveau à l'époque? Si on parle un peu. On est en 2013. À cette époque-là, je disais que le marathon, ça jamais pour moi, parce que c'était beaucoup trop long. Moi, je suis un coureur de cours. À la base, je faisais du 800 mètres, du 1500 mètres à un niveau très moyen. En fait, je me suis rendu compte que l'endurance, c'était plus pour moi après, donc je me trompais à l'époque. Mais je faisais 1h15 de sortie longue et j'étais en mode, oh là, c'est long. Puis maintenant, je fais des marathons. Donc, profil qui a totalement évolué à me rendre compte au fur et à mesure que les longues distances, c'était cool. Ok. Tu découvres l'athlé vers 16 ans, c'est ça à peu près? Ouais, 16 ans en première, parce que mon meilleur pote fait de l'athlé, il m'emmène. Et puis, malgré que je découvre bien que mon niveau était pas ouf à ce moment-là, juste qu'il soit là, qu'il y ait un groupe, en fait, ça m'incite à rester et à persévérer. Ok. Est-ce que tu n'avais peut-être pas la notion de plaisir au début? Je trouve qu'elle est dure en fait à trouver la notion de plaisir en athlé au début, tu vois. Quand tu commences notamment par du 800, ça... Ça pique un peu le 800. Mais je pense vraiment que c'était le côté partage en fait. On avait un petit groupe tout petit, hein, on était 4-5. Et juste tu vas à l'entraînement le mardi, le jeudi, tu partages. Et puis t'espères avoir des résultats meilleurs. Ces années-là, ça n'a pas vraiment été le cas. Mais juste, j'ai toujours été un peu tête dure et je me dis, il y a bien un moment où ça va marcher. Et du coup, continuer à être ce que disait mon coach à l'époque, il aimait bien m'entraîner, parce que j'étais l'athlète moyen, mais qui va tout faire comme on lui dit et qui est là pour essayer de s'améliorer en fait. Qu'est-ce qui bloquait du coup? J'ai pas un profil vitesse. Maintenant, a posteriori, je pense que je pouvais faire ce que je voulais. Il y en a qui arrivaient, première course, ils étaient loin devant. Je me dis, mais c'est pas possible. En fait, c'est juste génétiquement, je suis pas fait pour aller pour faire de la vitesse. En fait, je me suis juste acharné sur un truc qui était pas fait. Je fais 800 mètres en 2 minutes 05. Certains diraient, ah là là, c'est rapide. Mais c'est très 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 moyen dans un niveau régional où tu t'entraînes depuis des années, quoi. Ouais. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que tu vois, il y a encore 10 jours, là, j'étais avec Pierre-Ambroise Boss, tu vois. Et pour le coup, là, on a un vrai coureur de 800 qui a fait 1 minute 41 ou 42, je sais plus. Ouais, tu vois, qui est jamais passé sous la barre des 1,40, mais bon, qui a quand même fait des courses mythiques, qui a été champion du monde et tout. Et je le voyais courir sur tapis. On était sur les tapis un peu incurvés à entraînement, là. Il était à 21,5. C'était facile. C'était d'une facilité déconcertante. Et je lui dis, mais t'as beaucoup bossé ta foulée, tu vois? Il me dit, bah écoute, pas tant que ça, moi. J'ai de la chance, ça marche bien, tu vois. Et franchement, j'avais hésité à faire une petite vidéo, tu sais, prendre juste les épaules, t'as l'impression que ça bouge pas. Et en bas, c'est une petite mobilette, quoi. Enfin, et ça a l'air. Puis il a le sourire, quoi. C'est là où tu vois un champion, il y a le talent. Mais après, il faut rajouter le travail pour que ça marche. Et du coup, ça, il te dit, non, foulée, c'est comme ça, c'est naturel. Après, si tu rajoutes le travail dessus, ça peut amener champion du monde et des belles histoires. Ouais, exactement. Et Dieu sait que c'est dur, le travail dans le 800. Je connais pas tout son programme, mais quand il me le racontait, ça piquait. C'était quoi l'ambition du blog? C'était partagé, c'était pour toi, c'était pour ta grand-mère, c'était devenir coach, c'était quitter ton job liberté financière, tout ça. Oh non, c'était vraiment pas ça. Il n'y avait pas d'objectif au début, c'était juste j'ai envie. Et en fait, mon côté compétitif, après, s'est rendu compte qu'il y avait des stats. Et qu'en fait, une fois qu'il y avait du monde qui venait, tu te dis, je vais regarder un petit peu ce qui se fait autour.
Puis je me rappelle à l'époque, il y avait des. Enfin, si je donne vraiment. T'as quelqu'un que personne va connaître, parce que je pense qu'il publie plus depuis très longtemps. Greg Runner, qui avait genre 3000 abonnés sur Facebook. Et j'étais en mode waouh, ça c'est un mec qui a construit un truc et j'aimerais bien m'approcher. Et en fait, c'est juste le jeu. Moi, depuis ce que je dis souvent, c'est que depuis le début, tout ça, c'est un jeu où je faisais des jeux de rôle avant. Et en fait, j'essayais juste que mon petit personnage il continue d'augmenter dans différentes catégories. Et ça a commencé comme ça, juste de se dire. Bon, quitte à faire ça, si ça intéresse du monde, je vais essayer de comprendre comment je peux intéresser plus de monde. Et donc, les métriques, c'est faire plus de vues et sans que ça soit un truc maladif, entre guillemets. Mais j'aime bien ce petit jeu c'est assez factuel, en fait. C'est comme tu fais du marathon, ton chrono, tu peux pas dire, là, j'ai fait une belle course et t'as fait 10 minutes de moins que l'année dernière. Là, c'est pareil, si ton contenu, ça peut être très malsain aussi à un certain moment, mais le fait de regarder ça, de voir l'évolution, moi, je trouve ça cool. Ça me plaît. Ouais, mais moi aussi, dès que tu mets des chiffres, j'ai envie de les faire grossir et j'ai envie que la courbe, forcément, elle monte. Que ce soit sur Google Analytics ou tes abonnés ou tes vues ou des fois le compte bancaire aussi. Je suis honnête là-dessus. Mais ok. Et t'avais un job pendant combien de temps? T'as fait ça en side project pendant combien de temps? Du coup, j'ai commencé fin 2013. Bon, là, ça prenait quand même peu de temps parce que je crois que je publiais une fois toutes les quelques semaines. Et c'était des tout petits articles. Mais ça a augmenté progressivement, en fait, l'investissement dedans. Et j'ai continué jusqu'à mi-2017. Ok. Donc, en fait, j'ai fait 3 ans. Mais à la fin, c'était vraiment comme si j'avais un deuxième job à côté, quoi. Là, je publiais vraiment une fois par semaine un article complet. Je faisais les réseaux sociaux à côté pour bien le faire bouger. Donc, en fait, à la fin, j'étais vraiment à une limite de... Bon, c'est soit l'un, soit l'autre, mais les deux, ça va pas passer à long terme. Donc, faut faire un choix. Et en fait, début 2017, je savais déjà le choix que je voulais faire d'aller essayer d'être vraiment dans la création de contenu. Mais on était au Canada et on était en attente de résidence permanente et il fallait rester dans notre statut pour l'avoir. Du coup, on est resté dans notre... Je dis on parce que Elodie aussi. On est resté dans notre travail tous les deux jusqu'au jour où on a eu notre résidence permanente et là, on est parti. Parce qu'au Canada, il n'y a pas de... les préavis, même si j'ai quand même prévenu, je suis pas non plus... je suis pas ce genre de personne, mais j'avais dit le jour où je l'ai, j'y vais et puis une autre histoire qui commencera, quoi. C'est hyper inspirant parce que beaucoup de gens voient la réussite souvent un peu overnight, tu vois, ou d'une nuit en fait. Tiens, je découvre Nico, je vois tout son contenu, je vois des milliers d'abonnés, des centaines de milliers. Tu te dis, ok, ça a l'air facile, des super belles vidéos, des super beaux articles et tout. Et en fait, pendant plus de 3 ans, c'était même plus, tu vois, c'était en fait un vrai deuxième boulot et sur lequel tu cravaches à côté, quoi. Et ça, les gens le voient pas, quoi. Ouais, les gens le voient pas et en plus, moi j'ai ce côté où là je suis là depuis un peu plus de 10 ans et en fait, moi j'ai l'impression d'être je dis pas ça, c'est mal pris des fois, pas d'être le travailleur, parce que juste je publie une fois par semaine depuis le début. Il y a peut-être eu des semaines où j'ai pas pu, mais grosso modo, je suis à peu près sûr qu'en moyenne, il y a au moins un contenu par semaine qui sort depuis quasiment 2014. Et j'ai aucun truc qui a pop en mode, tu sais, des fois, il y a des gens, ils arrivent, ils font un truc, ça fait 1 million et en fait, ça te fait direct passer des paliers. Ouais. Moi, si on regarde toutes mes stats, c'est une ligne en fait où il y a des petits pics, mais en fait, c'est juste la régularité de poster au fur et à mesure qui a amené ça. Je pense que c'est aussi la course à pied où tu sors pas forcément... je dis ça, mais je vois des contenus d'autres où je me dis, putain, ça c'est bien fait, c'est bien réfléchi et c'est normal que ça fasse plein de vues tout de suite, malgré que ça soit un petit compte. Moi, j'ai jamais eu trop ça en fait. Des fois, j'ai un peu le complexe de dire, c'est bien, t'as plein d'idées, mais tu pourrais avoir les idées qui stand out un peu. Mais bon, mais c'est quand même, dans tous les cas, un travail de longue haleine et je pense que publier régulièrement, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui a envie de développer quelque chose que... Petit à petit, tu as une audience qui se construit. Anyway, si tu publies régulièrement, juste parce qu'ils vont s'attacher à un style, à une personne. Je pense qu'en podcast, tu dois le voir aussi. Au fur et à mesure, tu as des gens qui doivent venir,
qui connaissent peut-être pas ton invité, mais je m'en fous, je vais écouter parce que c'est Bart qui le fait et ça va forcément être bien. Ouais. Mais je me reconnais dans tes propos, en tout cas. Tu vois, sur Extraterrien, on n'a jamais eu d'énormes pics. Tu vois, il y a eu il y a des vidéos, des interviews qui te font passer un palier ou qui t'aident à passer un petit cap. Ça va, je sais pas, enfin, je sais qu'en SEO, c'est un peu la même chose. Les réseaux ont un peu ce truc-là où des fois, tu peux avoir atteint un plateau et puis tu bûches pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois 6 mois. Puis là, il y a un plateau qui se débloque. Mais en fait, comme tu l'as tellement bossé ce plateau, où c'était tellement platonique pendant un moment, que bah, ça te semble normal en fait de passer juste un étage, quoi. Et même tu te dis, waouh, j'ai attendu longtemps pour le passer cet étage-là. Mais c'est inspirant en tout cas, tu vois, de ce côté un peu besogneux presque, de jamais rien lâcher et de pas avoir eu de coups d'éclat ou... Moi, c'est même pas besogneux, c'est juste tête dure. En fait, quand j'ai envie d'avoir quelque chose, je lâche pas des fois trop. Mais si je prends des exemples de la vie, si j'ai décidé de monter un truc et que je comprends pas, je vais rester le temps qu'il faut pour... même si... non, mais arrête, moi, j'arrive pas à sortir du truc tant que j'ai pas trouvé la solution. En fait, ça me rend fou, en fait. Et tout ça, bon, c'est pas ça au quotidien, je le vis pas comme ça, mais du coup, c'est quand même... Un process, parce qu'il n'y a pas de solution en fait dans la création de contenu, ça n'existe pas, c'est juste trouver ta manière de faire, des nouvelles idées, des nouveaux trucs, et en fait c'est un re-questionnement permanent en fait de ce qu'on a fait dans le passé, est-ce qu'on veut faire autre chose, et les possibilités sont tellement illimitées que c'est pour ça qu'on s'ennuie pas et qu'au bout de 10 ans t'es pas en mode non, j'ai aucunement envie d'arrêter parce qu'en fait encore plein de choses qu'on peut faire, quoi. Ouais, exactement. Et puis, la façon avec laquelle tu racontes, je trouve qu'elle est assez différente. Excuse-moi, je fais juste une mini digression. Il me semble, enfin après j'ai fait des petites recherches, t'as pas de diplôme de coach en plus. Non. Enfin je dis en plus, enfin, c'est parfaitement jugé. Mais tu vois, ce que je trouve cool, c'est ce profil un peu, j'explore avec vous, pour vous. Je vous dis ce qui marche pour moi, je vous dis ce que j'apprends. Et ensuite, je peux aussi vous le transmettre, tu vois. En fait, c'est intéressant ce côté diplôme de coach, parce que je me suis posé la question 1 million de fois. Je me la pose maintenant. C'est un truc, vraiment, je voulais t'en parler. Ok. Vas-y. Et ça veut pas dire que je changerai pas d'avis dans le futur, hein, mais en fait, à chaque fois que je me pose la question, je me dis non, parce que je suis pas académique comme personne. J'ai besoin d'explorer moi-même, de comprendre, de tester. Et en fait, j'ai un profil plus expérience que théorie. On va dire peut-être 30% expérience, 70% théorie. Et sur campus, je me suis associé avec quelqu'un qui est plus 70% théorie, qui est coach, qui a un master, et 30% expérience. En fait, du coup, je l'ai. En fait, là, j'ai le combo parfait. Et en fait, si je vais faire une formation de coach, je vais juste être en mode ouais, ça, finalement, en fait, je le sais. Et c'est pas pour dire attention, je sais tout, hein. C'est juste ça, je le sais. Et en fait, je pense que j'ai pas exploré les formations, attention à ce que je vais dire, mais je pense que quelqu'un qui est très intéressé comme Tristan avec qui je travaille est sûrement plus avancé sur beaucoup de sujets que pas mal de formations, parce qu'en fait, pour créer la formation, il faut déjà avoir ingurgité. Et lui, il suit les trucs tous les jours, donc en fait, les avancées, il les connaît. Et si j'ai besoin de poser une question, je sais que je vais lui demander et je vais l'avoir la réponse. Et ouais, moi, ça me convient aussi plus d'expérimenter et après de me reposer sur des gens qui me disent ouais, mais là en fait la théorie a dit ça, donc je sais que je dis sûrement des conneries aussi, parce que dans le fait d'être comme ça, je teste des trucs, je fais, il y a forcément des bêtises dans tout ce que tu fais, et dans le passé j'en ai dit plein. Puis il y a des coachs qui disent des absurdités aussi, hein. Certes. Mais bon, dans tous les cas, ça ne protège pas. Je ne dis pas avoir la vérité absolue. De toute façon, la vérité absolue dans le corps humain, je pense qu'elle n'existe pas. Peut-être que tout ce qu'on fait aujourd'hui en entraînement, dans 5 ans, on dira ah bah non, en fait, il y a plein de trucs, c'était pourri parce qu'on a découvert ça. Et on est loin de connaître le corps humain parfaitement. Donc, Ouais, tout à fait. Mais tu vois, ce que je trouve cool, c'est que justement dans ta posture, et je trouve que c'était un des premiers à le faire, c'était de dire, mais justement, j'assume, en tout cas, moi je le voyais de l'extérieur comme ça, tu me diras si c'est vrai, mais j'assume complètement ce côté, j'explore, je peux faire des erreurs, je suis un humain, je montre aussi les côtés fragiles, et vous essayez, enfin, vous pouvez en prendre ce que vous voulez, vous pouvez vous en inspirer, et je peux vous faire des plans un peu plus détaillés avec ce que moi j'ai appris, ce que j'en ai ressorti. Mais moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est les gens qui ont envie d'avancer.
Et souvent, les gens, j'ai l'impression que les gens qui ont envie d'avancer, c'est aussi ceux qui se posent des questions, qui ont des doutes, qui ont besoin qu'on leur donne plus confiance. Et du coup, c'est avec eux, c'est pour eux que je travaille. Et du coup, les gens qui sont plus dans la certitude, dans la vérité, ils m'intéressent moins en fait. Et ça se voit parce que souvent dans les commentaires de ceux qui comprennent pas ce que je fais, c'est des gens qui disent non, c'est pas ça, c'est comme ça. Et en fait, moi, je dirais jamais c'est pas ça, c'est comme ça. Parce que pour moi, ça, c'est faux. De base, c'est faux, en fait. Tu peux pas prouver, parce que ça dépend du contexte de la personne, ça dépend de tellement de choses que... Ouais. Et du coup, il faut être capable d'interpréter les choses, mais aussi d'avoir confiance dans quand tu penses que ça, c'est la bonne chose pour toi. Ouais. Arrêtez de te poser 1 million de questions, d'aller voir ce que les autres disent et juste fais-le. Ouais. Et tu verras bien, en fait. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu vois, moi, je donne plus aucun conseil, tu vois, dans une salle de CrossFit ou de muscu, par exemple, parce que je pars du principe que je connais pas le background physique de la personne. Je sais pas où est-ce qu'elle veut aller. Je connais pas le contenu de son programme maintenant. Et en fait, tu vois, je sais pas si elle a des pathologies, je sais pas si elle a quelque chose, tu vois. Et peut-être, ok, dans certains cas, tu peux être sûr que, ok, le mouvement, il est pas bien et que la personne, elle est en train de se faire mal à 99%. Et encore, il y a peut-être des exceptions. Ouais. Mais dans beaucoup de cas, moi, je me permets plus de conseils, tu vois. Ouais, de plus en plus, je suis d'accord avec ça. Et de plus en plus, les gens qui m'écrivent en MP, ma réponse, c'est désolé, je peux pas te dire, j'ai pas le contexte, ou ça dépend. En fait, la réponse à quasiment toutes les questions, c'est ça dépend. Du coup, ça plaît pas, mais c'est la vérité. En fait, ça dépend de... Attends, si on parle pendant 15-20 minutes, oui, je vais pouvoir te le dire, mais là, comme ça, je sais pas. Ouais. Et c'est frustrant pour les gens parce qu'ils disent, bah non, forcément, ils te voient comme expert d'un sujet, ils disent, bah il va forcément avoir la réponse. Mais c'est ce sujet aussi de justement, plus t'en connais sur un sujet, plus tu sais qu'il est vaste et qu'en fait... il n'y a pas de réponse. Bref. Fameux Dennis Kruger. Ouais. Et c'est douloureux, je trouve, de se retrouver en bas de la courbe à un moment, de se dire en fait, je sais que je sais rien. En fait, je sais qu'il y a plein d'autres possibilités, que c'est infini. Et je suis justement, je voulais t'en parler, c'est que il y a de plus en plus d'athlètes qui me disent tiens, mais maintenant tu connais tellement de trucs sur la préparation mentale. Tu vois, j'ai dû lire une dizaine de bouquins, j'ai appliqué plein de trucs sur moi, j'ai accompagné quelques potes, j'ai 2 athlètes aussi que je suis. Mais je leur dis, j'ai surtout pas envie d'en parler, j'ai surtout pas envie d'en faire la pub parce que je suis au stade où je sais qu'il y a 1000 autres façons de faire. Et que moi j'ai pas de diplôme et j'ai pas envie de passer un peu ce cap, tu vois. Et ça rentre un peu dans une dimension un peu stratégique où j'aimerais bien peut-être faire des formations ou accompagner des gens à plus grande échelle. Et je suis pile poil dans la phase où c'est hyper douloureux parce que j'ai syndrome de l'imposteur. Dennis Kruger où je sais que je sais rien. Et en même temps, et en plus, tu vois, un peu le côté pression business où il faut que je prenne un risque, me libérer du temps, partir dans du contenu, changer un peu de trajectoire, tu vois. Donc ça me fait du bien de t'entendre, en fait, tu vois, de me dire on peut y arriver sans, et on peut se tromper, on peut dire des conneries, et l'important, c'est d'apporter de la valeur et de voir un peu comment ça avance sur le temps. Tout ce que tu dis me parle beaucoup parce que ça me correspond très bien aussi sur ce que je peux me dire au quotidien sur plein de trucs. Syndrome de l'imposteur tu l'as eu fois 1000. Je l'ai tout le temps en fait. Je pense que pour moi, ça fait partie du profil. Enfin, certains te diraient non, le profil créateur, entrepreneur, il doit être sûr de lui. Moi, je pense que si on creuse, ça n'existe pas. Enfin, pour moi, si tu veux réussir, par définition, tu dois te remettre en question tout le temps. Trop pour les autres. Et ils vont te dire, mais arrête, en fait. Mais je suis convaincu que ça fait partie de... Parce que plus tu te remets en question, plus à la fin, tu vas trouver quand même des réponses qui font avancer. C'est pas forcément le truc le plus agréable au quotidien, mais j'ai l'impression que tous les gens que je croise qui avancent, en fait, se posent 1 million de questions. Et il faut juste être en accord avec ça. Moi, typiquement, pour ce que tu disais de l'expertise, moi, j'ai accepté, et ça me va très bien, en fait, que moi, je préfère être quelqu'un qui connaît les choses à 80% dans plein de sujets que d'être l'expert à 100% d'un sujet. Donc, j'irai pas dans le 20% le plus pointu de la course à pied parce que je vais dire des conneries. Là, j'envoie Tristan, littéralement. Mais moi, je reste dans je maîtrise 80%
ce qui est déjà beaucoup plus que la moyenne, donc il suffit pour faire plein de trucs. Mais par contre, je suis curieux, j'ai envie d'être à 80% dans l'entrepreneuriat, j'ai envie d'être à 80% dans la création de contenu, mais du côté comment on fait du bon contenu, qui n'est pas du tout la course à pied, dans le podcast, et puis potentiellement dans plein d'autres trucs que j'ai pas le temps d'explorer. Mais moi, ça c'est mon profil en fait, d'essayer de maîtriser au-dessus de la moyenne sur plein de trucs. Et en fait, quand tu fais ça, après ta photo, elle est large. Et du coup, quand tu peux t'entourer de gens qui sont bien meilleurs que toi dans tout ce que tu fais. Et sur Campus, c'est exactement ça que j'ai. C'est dans tous les domaines, j'ai des gens où je me dis, putain, ils sont tellement meilleurs que ce que je pourrais faire. Mais au global, ça vient de ton idée et du coup, je trouve c'est là l'enrichissement que tu as à travailler avec des gens de qualité. Et moi, l'humain, au final, je me suis rendu compte dans tout ça que c'était, ma passion, elle est là-dedans en fait. C'est travailler avec les bonnes personnes pour faire des trucs qui vont être toujours un cran au-dessus. Et c'est pas toi tout seul. Oui, t'es un élément du puzzle. Ah ouais. Moi, je te rejoins beaucoup sur le côté entrepreneur qui finalement se déconstruit tout le temps, va toujours essayer de progresser. C'est souvent des profils un peu constructeurs ou performeurs, tu vois, qui ont toujours envie de toujours mieux. Et c'est difficile aussi. D'ailleurs, j'ai lu un truc qui m'a vachement intéressé. C'était, tu vois, la difficulté des fois des entrepreneurs à se faire des amis. Pourquoi ? C'est que un ami, je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Tu vois, un ami, il a aucun intérêt à te dire tes 4 vérités. Tu vois, il a vraiment aucun intérêt. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est continuer à passer du bon temps avec toi, continuer à maintenir la relation, profiter de toi, de la bonne chose. Les entrepreneurs, ils sont souvent, tu vois, tellement vouloir faire progresser les choses qu'on vient un peu casser cette relation-là en amitié. Et on peut beaucoup le retrouver dans des, dans des relations d'associés, tu vois. Dans une relation d'associés, c'est hyper dur parce que ton seul but avec ton associé, c'est de lui dire, de le faire progresser. Et en fait, dans ton entourage, tes parents, ils n'ont pas spécialement d'intérêt à ce que tu progresses, tes amis non plus, ta copine, tes conjoints, compagnes et tout, c'est moins évident non plus. Et en fait, il y a très peu de gens dans la vie qui osent te dire tes 4 vérités pour que tu progresses, tu vois. Et souvent, ça peut venir de gens un peu de très profil entrepreneuriaux, tu vois, très constructeurs. Ça me parle. Ça peut te jouer des tours en amitié, quoi. Ouais. Je considérais pas que j'ai beaucoup d'amis proches, au final, même peu. Mais je suis tellement entouré au quotidien que mon besoin social est comblé sans problème, en fait. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que on a la chance, dans les 4 associés qu'on crée avec Campus, d'être très complémentaires, d'être très différents. Et en particulier avec mon associé principal, qui est celui avec qui on est vraiment sur l'aspect stratégie, on est mais des opposés. Et en fait, au début, ça a beaucoup clashé parce qu'en fait, juste tu te comprends pas. Et en fait, si tu arrives justement à travailler ensemble avec des profils opposés, c'est là où ça fait des miracles parce qu'en fait, maintenant, on sait que justement, moi, ce que j'ai, si je lui amène, lui, il va faire de la magie avec. Mais sans ce que je lui amène moi, peut-être que... Enfin, tu vois, c'est vraiment les combinaisons de... Moi, ce qui me passionne maintenant aujourd'hui, c'est m'intéresser au profil des gens, profil psychométrique, en fait, et de se dire c'est quoi ce que tu préfères faire, c'est quoi vraiment ton naturel, et tu combines les bonnes personnes et tu dis boum, là ça fait quelque chose d'hyper intéressant. Et il y avait un deuxième truc que ça m'a inspiré, ce que tu disais, c'est au quotidien, un des trucs qui est dur, c'est que si Elodie, ma conjointe, elle m'amène un problème, moi je suis en mode je creuse le truc et j'ai envie de et en fait plan d'action. Ouais, et en fait elle est juste en mode non mais je suis juste venu te le dire parce que ça me fait du bien de le dire, j'ai pas besoin que tu me fasses un plan d'action. Et mon cerveau, il veut pas comprendre ça en fait, il a envie de trouver une solution et il est mais intense en fait parce que là t'es en mode OK, j'ai un problème, mais calme, il faut pas être comme ça dans toutes les situations du quotidien, sinon ouais. Mais c'est marrant parce que j'en parlais cette semaine, moi, avec ma petite amie, tu vois. On s'est écrit tous les deux sur papier un plan d'action pour désamorcer Maud et plan d'action pour désamorcer Bart, tu vois. Et elle, de son côté, c'est juste j'ai envie d'écoute, j'ai envie de soutien
j'ai envie de paroles, Intéressant. tu vois, un peu réconfortantes, empathiques, et j'ai besoin de temps, de câlins. Et moi, je lui ai dit, je veux un plan d'action, je veux une coach, je veux quelqu'un qui ensuite me check tous les jours pour voir si j'ai progressé, tu vois. Et, euh, et c'est marrant, quoi. Et pourtant elle c'est une entrepreneur, quoi, tu vois. Ouais, mais il y a Elle a une différents boîte et tout. profils de. Mais moi, c'est pareil. Moi, j'ai envie qu'on me dise mes 4 vérités, en fait, parce que enfin, Mm. j'ai pas envie qu'on me cache des trucs, parce que les trucs qu'on va te dire, même si sur le moment, des fois, ça peut te faire mal, tu sais qu'en fait, ça va te faire progresser. Mm. Et mais faut pas retranscrire ça sur tout le monde. C'est pas parce que toi, tu as envie, parce que ton besoin, c'est ça, qu'il faut le faire avec tout le monde. Mm. Et c'est ça, enfin, je trouve qu'il est. Faut réussir à se mettre à la place de la personne en face pour se dire non, elle fonctionne plus comme ça. Mm. Donc, bah, il faut que j'arrive à lui donner sa manière, enfin, à travailler dans son sens, parce que sinon, ça va pas l'aider. Ça va juste lui dire bah super, tu me stresses encore plus. Ouais, ouais, je vois très bien. Tu parlais un peu de profil, et t'as dit un mot juste après, c'était Psychométrique. psychométrique. Ok, je les connaissais pas. Tu vois, je me suis beaucoup intéressé MBTI, Enneagramme, Assess First, Processcom aussi, le disque aussi qui est relativement simple, mais je connaissais pas psychométrique. C'est quoi là un peu la théorie? C'est pour Bah, c'est la même chose, hein, tout ça. ouais. Hein. T'as une grille de questions qui fait qu'à la fin, on va te dire c'est quoi tes appétences principales. Moi, sur un idéateur orienté stratégie, mais pas dans l'exécution. Donc, Hmm. alors qu'il y a des gens, il faut que tu leur donnes justement l'idée, le concept, et après, ils vont être mais des rois dans l'exécution du truc et ils vont te le faire comme ça. Moi, Hmm. j'ai exécuté des trucs depuis 10 ans, mais c'est parce qu'il fallait le faire en fait. Hmm. Et maintenant que je suis moins dans l'exécution, je suis en mode ah, bah, je me sens quand même vachement mieux dans mon quotidien à juste avoir des gens qui vont le faire mieux que moi. Hmm. Et en fait, mes idées sont mieux exécutées et donc moi je suis plus heureux, ça marche mieux. Et la personne qui est derrière qui aime exécuter le truc, bah en fait elle est aussi dans sa zone de confort. Ouais. À une époque je me disais ah non mais je peux pas donner des trucs à faire en mode to-do list à quelqu'un parce que je déteste ça, donc forcément elle déteste aussi. Et non, il y a des gens qui adorent. Tu leur donnes Hmm. une liste de 50 trucs où ils ont juste à les avancer à la fin de la journée, ils sont en mode putain j'ai fini la liste, ma Hmm. journée est réussie quoi. Ouais. Que moi, je fais juste cocher. Moi, si les jours où je dois cocher mes cases dans ma to-do d'administratif, de répondre aux mails, machin, c'est pas mes journées préférées, quoi. Je Hmm. le fais, mais je préfère une journée où ce matin, il n'y a rien à faire à part. Alors, tu te poses, tu réfléchis à tes idées, tu notes plein de trucs, et après, tu débriefes avec quelqu'un de ton équipe et on Hmm. construit des trucs autour de ça, quoi. Ouais. Et est-ce que malgré ça, t'as quand même le sentiment d'être productif? Non. Mais C'est ça qui est ouf. Ok. Ouais. en fait, je le sais maintenant, ça fait quelques années, que la productivité d'un créatif, il faut pas la mesurer dans le mode standard que la société nous donne, c'est bah, accomplir des tâches. Mais c'est très très dur à intégrer en fait, parce qu'on Hmm. a tellement été formaté en mode non, être productif, c'est à la fin de la journée, t'as fait quoi? Bah en fait, le truc c'est que des fois, dans l'entrepreneuriat ou dans le contenu, si t'as eu une idée qui est géniale, même si t'en as eu une seule sur toute la journée, bah en fait, Hmm. c'est peut-être plus productif que 2 semaines de travail. Mais c'est très très dur à valoriser dans nos petits cerveaux qui n'ont pas été montés pour ça, quoi. Ah ouais. Ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup ce que tu dis. C'est une réflexion que j'ai pu avoir, enfin, une réalisation que j'ai faite récemment. Tu vois, j'ai passé une journée effectivement à idéaliser une nouvelle formation Hmm. qui s'adressait justement plutôt aux podcasteurs pour les accompagner dans leur création de contenu et comment mieux marketer leur podcast, comment mieux en vivre et tout. Et tu vois, j'ai juste fait un one-pager, tu vois. J'ai écrit une page, tu vois, de la vision de la formation, de qu'est-ce qui serait bien, de le plan, comment un peu la distribuer et tout. Et à la fin, tu vois, ma petite amie, elle me dit, mais waouh, c'est super, c'est méga productif. Bah, je lui dis non, tu vois, j'ai même pas, la page de vente, elle n'existe pas, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de book d'email et tout. Elle me dit, mais moi, ça, ce que tu as fait, ça me prend une semaine. Alors que Hmm. si tu me donnes la to-do list exactement de tiens, faire les emails, prendre la photo qui va bien, trouver le titre, mettre en page la ligne, tu vois, bah, une fois que j'ai ça, moi je suis rassuré et j'avance quoi. Et, et c'est un peu ce truc que moi je suis en train d'essayer d'apprendre, c'est effectivement apprendre à être un stratège, un idéateur, mais pas m'en vouloir
d'avoir passé une journée à être créatif. Ouais. Alors que ma valeur ajoutée, elle est là, tu vois. Même si je le sais, je suis encore à ce stade-là, en fait. Tu sais, t'as beau le savoir, je pense que l'intégrer, ça prend du temps. Et je pense qu'il n'y a que le fait de voir les choses arriver, parce que justement, tu travailles avec des gens qui, en fait, à la fin, tu vas juste te dire, ouais, mais il y a plein de projets qui sont sortis, donc c'est que ça va. Après, faut pas se dire, oui, mais moi, dans ce rôle, enfin, si tu poses la question aux gens à qui tu travailles de, ouais, mais est-ce que je vous apporte, ils vont dire, bah, ils vont pas, enfin, ils vont te regarder en mode, bah oui. En fait, t'es pas là, il y a rien qui se fait. Alors que toi, intérieurement, tu te dis, ouais, d'accord, mais j'en fais pas beaucoup. Enfin, c'est un discours intérieur qui est totalement erroné quand on se dit ça. Mais c'est facile à dire là, hein, mais demain, je pourrais me redire la même chose que tu disais il y a 5 minutes. Ok. C'est marrant, ça me rassure en tout cas ce que tu dis. D'ailleurs, si dans les commentaires vous avez envie de nous partager un peu vos avis là-dessus, ça m'intéresse aussi. Allez, je fais un petit flash forward. On a parlé un petit peu du début de Running Addict et j'avais il y a quand même j'avais envie de te parler effectivement de couple et d'équilibre, tu vois, dans une relation. Presque une relation d'associé aussi finalement dès le début. Comment vous répartissiez un petit peu la tâche justement entre Elodie et toi du coup, peut-être un profil un peu plus créa et je sais pas, enfin, je sais pas comment vous êtes réparti le truc, mais ça marche, moi j'admire, tu vois, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui arrivent à entreprendre en couple d'une manière ou d'une autre. Mais le truc qui m'a marqué, c'est tu t'es dit ouais, quand on est parti avec la résidence, on est partis tous les deux. Elle aussi, elle était à 100% sur Running Addict. Non. Elle était freelance. Donc Ok. en fait, elle s'est acheté le fait de pouvoir être flexible. Et on s'est dit, on verra. Moi, dans tous les cas, 2017, là, je me dis, je me lance 6 mois et on verra quoi. Au bout de 6 mois, je fais le point et honnêtement, revenir dans un boulot, c'était dans ce que j'avais. Je savais que c'était pas un vrai risque. Donc si je me mentais pas, je savais que c'était pas un risque. Elle, c'est pareil, graphiste à cette époque-là. Je sais pas aujourd'hui, mais en tout cas, c'était pas compliqué de retrouver du travail. Donc en fait, partir en freelance, avoir la flexibilité de pouvoir s'adapter un petit peu au projet qu'on aurait, bah, c'était ce mode-là qu'on avait choisi. Et au fur et à mesure, en fait, elle est passée de je fais quasiment 100% du freelance pour d'autres et à côté un petit peu de Running Addict à réduire progressivement ses contrats jusqu'à en avoir plus du tout en fait. Okay. Mais ça a pris, encore une fois, tout ça, on parle pas de 6 mois en fait. Le jour où elle a eu plus du tout, c'est peut-être 3 ans, 2-3 ans je pense. Donc tu réduis le curseur petit à petit jusqu'à te dire bon bah là c'est bon en fait. En plus ça tombait avec le truc de, tu sais, tu fais des trucs qui te parlent, où tu sais qu'il y a une valeur ajoutée, et à côté elle éditait des rapports annuels de fondation, tu sais, les trucs que personne lit, 150 pages avec bon, au bout d'un moment c'est dans ta tête, est-ce que vraiment oui ça paye bien, mais quand tu vois qu'à côté il y a des trucs, puis moi qui suis vraiment un profil entrepreneur qui est, enfin je dis entrepreneur dans le sens je vois pas les risques de la même manière que des gens normaux qui vont dire ah mais ça mais non, et ah bon. En fait, juste tu fonces et tu vois. Bah, je pense que je l'ai emmené là-dedans et du coup, vu que moi j'avais l'air d'avoir vraiment confiance dans tout ça, elle s'est dit bon bah allez on y va, et puis au final c'était cool parce que son côté graphiste, elle est passionnée de photos, donc en fait à l'époque Instagram c'était très orienté photo, beaucoup moins aujourd'hui, mais c'est elle qui m'a poussé à avoir un Insta. Moi j'étais en mode mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-dessus, je suis pas du tout du côté image et tout ça. Et en fait, elle m'a dit ouais, on va le faire. C'est elle prenait les photos et on s'est lancé là-dessus. Puis aujourd'hui, Insta, je suis quand même bien content de l'avoir développé parce que c'est quand même un réseau qui est assez solide, surtout quand tu fais de la vidéo, vu que ça s'est transformé. Donc, enfin, elle est complémentaire de moi sur plein de choses et surtout sur le côté connexion avec l'humain. Moi, j'adore l'humain, mais je suis plutôt introverti et j'ai une petite barrière qui fait que j'ai besoin d'un temps. Et elle, tu la mets au milieu de la pièce, en 5 minutes, elle connaît tout le monde. Et en fait, c'est elle qui a amené beaucoup de relations qui ont servi. En fait, mon monteur vidéo, qui travaille plus avec nous maintenant parce qu'il est au Québec, mais c'était une connaissance d'Elodie.
Jonathan, un de mes associés, en fait, il vient d'une connexion qu'Elodie avec... Enfin bref, elle connaît tout le monde et du coup, à chaque fois, c'est elle qui ramène des gens intéressants et même, dans tous les cas, une intelligence émotionnelle justement de vraiment faire rayonner un petit peu... dans la boîte, c'est Elodie, en fait. Tout le monde est à ce côté... ouais. Dès qu'on la voit, elle amène quelque chose en fait. Et je pense que ça, moi tout seul, j'aurais pas monté tout ça sans elle parce qu'il y a besoin de ça en fait. C'est un truc qui est hyper important. Pas forcément valorisé dans la société, mais en fait, on a énormément besoin de gens justement qui vont être très connecteurs et réussir à ramener les bonnes personnes au projet. Ouais. Et c'est un talent. C'est un talent. Clairement. Ouais. Moi, je suis admiratif de ça et moi, tu me mets dans une salle où on dit hey, faut que t'ailles. Il y a plein de gens là où tu sais que c'est des gens intéressants. Genre, là, on est dans un événement de réseautage. On s'est jamais parlé. Et elle me dit il y a Bart, faut que tu ailles lui parler. Genre, non, c'est jamais de la vie je fais ça en fait. C'est pas possible. Enfin, ou alors je me force, mais vraiment beaucoup et je vais avoir l'air totalement bizarre quoi. Okay. Moi, j'ai besoin que ça arrive naturellement, organiquement et idéalement par message interposé, c'est aussi beaucoup plus facile. Ou quelqu'un qui fait la relation de manière intelligente, quoi. Ok, je vois. Et c'est marrant parce que tu vois, juste pour revenir, je fais une toute petite boucle avec ce qu'on disait avant, tu es un peu sur les compétences et la façon dont on perçoit ces compétences. Un truc que je réalise, c'est aussi souvent les trucs qui sont faciles pour soi et qui sont faciles pour soi. Et à l'inverse, les choses qui nous semblent difficiles et qu'on voit faciles pour les autres, on a tous, je sais pas pour toi, mais j'ai toujours tendance à les valoriser très bien. Et à l'inverse, tu vois, à dévaloriser, tu vois, tout ce qui va être facile pour moi, tu vois. Moi, je sais pas, pour un exemple, tiens, là, mardi, je faisais le premier run extraterrien, on était trop contents avec Brooks, on les embrasse. Et du coup, il fallait inviter 50 personnes de la communauté. Fallait quelqu'un un peu pour animer, dire bonjour aux gens, tu vois, coordonner un peu la soirée sur place, tu vois. Moi, faut faire l'animateur de colo, tu vois. Pour moi, ça me semble assez facile. Et tout le monde à la fin, il me féliciter. Je lui dis, mais j'ai rien fait en fait. Et plein de gens qui me disaient, mais si, fallait accueillir les gens, justement, fallait pitcher, fallait raccorder l'intérêt du groupe et la marque, fallait présenter tout le monde, fallait refaire les remerciements, plein de petits trucs qui pour moi étaient spontanés, tu vois. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, tu vois, qu'il y a plein de petites qualités qu'on ne voit pas en soi, parce que justement, elles nous semblent faciles, elles nous semblent innées, et que du coup, une bonne façon, en préparation mentale, justement, une bonne façon de repérer, toi, tes qualités, ce que tu vois, ce que tu perçois et ce que tu valorises chez les autres, il y a un inverse, en fait, qui existe à l'intérieur de toi et que tu valorises pas assez. Ouais, alors ça me parle. De toute façon, ce que je dis souvent, c'est nos plus grosses qualités ont un pendant négatif et inversement. Et du coup, si tu as une grosse qualité chez quelqu'un, tu sais que tu vas aussi lui retrouver un défaut. Mais si tu vois le verre à moitié plein, tu prends l'aspect qualité au final et tu dis c'est cool, c'est une qualité. Et les gens qui voient le verre à moitié vide, ils vont dire ah ouais, mais du coup, il y a ce défaut-là. Et en fait, il faut juste essayer de faire attention à nos défauts tout en misant sur nos qualités. En fait, et on pourra jamais transformer nos défauts en qualité de toute façon. Je pense que c'est plus compliqué que de dire je vais essayer de focus sur ce qui va être dans ma zone où je suis déjà pas mauvais et là où mes défauts vont pas trop me perturber en fait dans tout ça. Ouais, je suis assez d'accord. Beaucoup apprendre une certaine flexibilité aussi et une certaine indulgence avec ses propres défauts, tu vois. Des fois, c'est intéressant. À quel moment il vient le projet Campus, tu vois, on l'a mentionné plusieurs fois. Il germait dans ta tête depuis un petit moment, j'imagine. Tu en avais très envie. Ça a été quoi un peu l'élément déclencheur, si on a envie de retrouver un peu la magie entrepreneuriale du début. Comment vient l'idée, les rencontres et les premiers mois, tu vois, comment ça se passe? C'est drôle parce que ça, je sais pas s'il y a eu un moment fondateur, parce qu'en fait, quand je me refais le fil, maintenant ça fait plus de 5 ans, donc peut-être que j'ai oublié des éléments, mais
Grosso modo, moi, je vois ça comme j'écrivais des articles de conseils, je faisais des vidéos de conseils, mais grosso modo, c'est la même chose. Euh, et je me disais, bon, c'est bien, mais en fait, la question sous-jacente qui revient toujours, c'est OK, mais comment je m'entraîne? Ça, tu peux pas le résumer dans un article. C'est beau. Enfin, la question est beaucoup trop large pour le faire. Je peux faire un livre éventuellement, mais même là, ça reste de la théorie à appliquer. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je vais essayer de faire des plans d'entraînement. Donc, je l'ai fait. Là, il y a des PDF qui sont toujours en ligne, des 12 semaines sur 10 semis et marathons. Je suis toujours très content de ce que ça fait pour un format fixe standard. Et du coup, ça a beaucoup plu. Et il y a une année où je me suis dit, c'est bien, mais même ça, en fait, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose là-dedans, parce que ça répond pas totalement aux besoins de chacun. Et c'est 2018, je pense, où je teste un truc, c'est qu'en fait, ces PDF, je les ai accompagnés de mails. En fait, j'ai fait une newsletter hebdomadaire où je disais, chaque semaine, je vous apporte des conseils qui vont s'adapter au moment où vous en êtes dans la prépa. Donc, marathon de Paris, on va dire 2018, c'est peut-être... Mais j'ai accompagné 5000 personnes dans le marathon de Paris, qui étaient inscrits après, je ne sais pas s'ils l'ont fait à la fin, mais qui ont suivi le truc et qui en fait lisaient les conseils chaque semaine avec le plan d'entraînement. Et du coup, ça donnait un contexte en fait et ça leur donnait ce qui moi me manquait. Et du coup, ça a beaucoup marché. À la fin, je me suis dit, bon, c'est cool, mais c'est très manuel et encore une fois, c'est pas adapté à chaque personne. Donc, j'ai fait je pense, un Google Form à la fin où j'ai posé plein de questions pour savoir, pour essayer moi de m'orienter sur ça pourrait être quoi la prochaine étape. Je pense que je parlais déjà de est-ce que vous voudriez une communauté, je sais plus ce que je disais, mais je sais qu'il y avait le mot communauté déjà, de dire est-ce qu'on fait un forum, un truc qui va être énorme. Et 2019, en fait, je rencontre Jonathan par l'intermédiaire d'Elodie, encore une fois, en faisant un petit calculateur pour le site de Running Addict. Donc là, j'ai rencontré son côté je sais construire un produit. Je pense qu'à un moment, ça m'a fait un petit tilt dans la tête de un produit. Ok, il y a quelque chose à faire de ce côté-là, en fait, pour que l'entraînement devienne adapté à chaque personne. Bon, ça, c'était la vision de base où après, on se rend compte de tout ce qu'il y a à faire pour y arriver. Et du coup, je commence à avoir ça dans ma tête. Dans le même temps, je regarde les vidéos d'un certain Iron Newman où je me dis, c'est marrant, je trouve qu'on connecte bien dans les idées, ça me parle tout ce qu'il dit. Et je lui ai envoyé un call d'email, un mail en mode hey, vraiment le truc, je l'ai encore, un mail en mode hey, j'ai un projet, j'aimerais t'en parler. On en a parlé pendant 1 heure. Et bon, là, je sais que son profil aussi, entrepreneur, je fonce, parce qu'on a parlé 1 heure. Il me dit ah, trop cool, allez, on y va. Alors qu'on se connaissait zéro à ce moment-là, quoi. En soi, et c'est un peu. C'est censé être une erreur d'entrepreneur, ça, de prendre des cofondateurs en mode YOLO, un petit peu. Nous, au final, ça a bien marché. Le feeling compte beaucoup pour moi et j'avais un super feeling avec lui. J'avais déjà Elodie sur le côté. Je sais que la partie communication, graphisme, au début, elle va être bien faite. Et après, j'ai eu un petit peu de temps pour réussir à convaincre Jonathan de rentrer vraiment dans le projet, parce que bon, lui, il avait quand même déjà été un peu dans côté entrepreneur, donc tu pars pas du jour au lendemain en mode oui, ok, ça me parle, allez, sachant qu'il court pas en plus, enfin il courait pas, maintenant il court, et du coup, en fait, cette équipe fondatrice de 4, on a fait un crowdfunding, on a testé, en fait, on s'est dit, au moins on se lance là-dedans, on essaye de vendre notre idée, et si ça marche, on le fera. Du coup, on en a vendu 475, je crois, abonnement d'1 an. Et après, on s'est dit, avec ce petit budget, on va essayer de développer une première version et on verra où ça nous emmène. Ça faisait combien, à peu près, de budget ? Je crois qu'on vendait 100 euros. On a vendu donc, un petit 50 000 euros quasiment. Donc au final, ça part très vite. Ouais, ça paraît beaucoup comme ça, mais pour développer un produit, on arrive vite à OK, il n'y a plus rien. Mais ça nous a suffi pour faire notre petit MVP et lancer ça. Donc... Et lancer ça en février 2020. Donc, meilleure période à vie pour lancer un produit d'entraînement pour se préparer à des courses qui ont été annulées pendant 1 an et demi après. Ok. Je te reprends sur le tout petit anglicisme où je vais me faire taper dessus. On va dire que je suis pas bon là-dessus. Que je suis de la Startup Nation. MVP, c'est la première version d'un produit. Voilà, on dit le minimum viable product. C'est vraiment la première version utilisable d'un produit. Et effectivement, c'est un référentiel quand on est entrepreneur pour se dire, ok, je fais une première version. Trop chouette.
Et aujourd'hui, il y a combien d'utilisateurs et combien de personnes pour avoir la photo un peu de l'entreprise? On doit être proche des 250 000 utilisateurs. Il y a une version gratuite ou pas? Ouais, Ok. toujours une version gratuite, donc basée sur des plans de 12 semaines. En gros, ce qui était sur mon site avant, là, les PDF 12 semaines, boostés aux stéroïdes là, avec tout ce qu'on a amené depuis, mais toujours existant, et notamment les plans débutants qui sont gratuits. Nous, on a aussi un but d'amener les gens à courir. Bien sûr. Donc, s'ils font ça et qu'ils repartent, déjà, moi, à titre personnel, là, je suis heureux quand j'entends des gens. Hier, j'étais à un événement, t'as un gars qui me dit « Ah, je pesais 100 kilos, je me suis mis à la course à pied, maintenant je vais courir un marathon, je me sens dans la forme de ma vie. » Là, en fait, il m'a fait ma soirée, et la preuve, je l'ai encore le lendemain, et ça, c'est les genres d'histoires. Et une personne, tu dis que tu as changé la vie d'une personne comme ça, en fait, ça me fait du positif pendant des semaines. Et le but, c'est de le faire à grande échelle, parce que tout le monde peut pratiquer la course. C'est un sport simple, et en fait, c'est un des objectifs. Mais j'ai divergé de ta question en pensant à notre ami d'hier soir. Non, mais je te demandais, excuse-moi, je te disais, aujourd'hui, combien d'utilisateurs vous avez et combien de personnes vous êtes aujourd'hui? Ouais, on est dans une grosse phase où on pousse très très fort pour avancer, parce qu'on a encore plein d'idées à développer. Donc là, on est une trentaine de collaborateurs, en grosso modo, un peu partout. Chapeau, ouais. Franchement. Et ouais, on est dans une phase où c'est intense. En fait, c'est aussi intense que c'est passionnant au quotidien. Donc, il y a des phases où tu es en mode je suis brûlé, c'est dur, là. Mais en fait, c'est tellement cool, et on avance tellement dans une direction qui nous plaît que ça te booste ça te booste au quotidien. Et en fait, les moments où tu dis c'est dur, ils durent pas longtemps, et on s'en parle très souvent avec notamment Jonathan, mon cofondateur principal, et Mylène qui gère les opérations, parce que on a 1 milliard de trucs en tête, et en fait, c'est dur pour le cerveau à gérer. Mais dans les moments, en fait, on s'autorise à se dire « Ah, j'ai du mal, c'est dur ». Ça arrive souvent, mais pour qu'il y en ait un des trois qui, lui, est plutôt dans un côté positif, qui est de dire « Ouais, mais regardez, il y a ça, il y a ça ». Et en fait, se tenir les uns les autres dans le sens ouais, l'entrepreneuriat, c'est dur, mais l'objectif, il est tellement fort derrière qu'on sait pourquoi on le fait. Et j'adore, quoi. Trop bien. C'est à l'international aujourd'hui? Pas encore. Pour l'instant, on est juste en francophone, quoi. Donc, accessible pour toute personne qui parle français, mais on n'a pas encore traduit. Et t'aimerais bien? Ouais. Ok. Ça va venir. C'est juste qu'on a des priorités quand même de bien faire les choses côté entraînement. Et il y a eu souvent des choses qui se sont rajoutées. Là, typiquement, on va amener la préparation physique, le renforcement. Et ça, c'est un truc où, pour nous, c'est indispensable d'amener ça au stade où on en est, parce qu'on est convaincu qu'en fait, coupler renforcement et course à pied, c'est autant en termes de santé que de performance, c'est un truc hyper important, quoi. Ouais, exactement. Je suis assez d'accord. Mais écoute, franchement, tu sais que moi, à l'époque, j'avais découvert les applications du type Freeletics, tu vois. Ouais. Tu as dû en entendre parler et tout. Ça avait fait un carton parce que c'était pseudo-personnalisé. Tu avais un programme un peu constant, et puis tu mettais ta forme à la fin de chaque session, et tu te disais, tu vois, comment tu te sentais, et puis à la fin, le lendemain, ça te réajustait ta séance. Mais c'était un peu des séances prépackagées, et ça a fait un carton avec une communauté qui a cartonné. C'est très bien, Freeletics, à l'époque, franchement. Ouais, c'est la folie. Ils étaient en avance en plus dans la manière de faire les choses par rapport à ce qu'aujourd'hui on a des moyens quand même plus, avec l'intelligence artificielle, tout ça, on a des moyens de beaucoup plus développés que ça pouvait être. Il y a Freeletics, c'est du 2018, donc ça fait, ils étaient en avance là-dessus. Ouais, ils étaient forts. C'est sorti en 2012 l'app, et 2013 en France. Et à l'époque, je me disais, mais il n'y avait rien de similaire sur le running, quoi. Donc j'étais frustré de fou. C'est quoi la vision? Comment est-ce que tu te vois dans 10 ans entre Running Addict, Campus Coach Où est-ce que tu te vois, toi? C'est une question qui est difficile, parce que moi, je vis beaucoup dans le présent. Le présent est à 6 mois, en fait. Je suis dans la stratégie, mais la stratégie à moyen terme, quoi. Ouais. Parce que je suis convaincu qu'en fait, aller plus loin,
de toute manière, le monde va tellement bouger, il y a tellement de choses qu'en fait, que c'est une perte de temps, entre guillemets, de réfléchir trop loin dans le futur. Parce qu'en fait, dans 6 mois, et je le vois, ce que nous, à la vitesse où ça avance, tous les 6 mois, en fait, jamais on n'aurait parié qu'on se dirait les choses qu'on se dit à ce moment-là. Donc en fait, on essaye d'être très bon sur les 6 prochains mois et à chaque fois d'anticiper, d'être toujours avec 6 mois d'avance, mais pas plus. Mais après, moi, si je regarde mes objectifs perso, c'est autour de la santé en fait, parce que ce qu'on fait là, c'est hyper intéressant côté performance, euh, santé mentale déjà aujourd'hui, parce que je pense qu'en fait, d'avoir une pratique sportive qui est régulière, qui t'amène à avoir confiance en toi, à ce que tu réussis des trucs, pour moi, ça fait partie d'une bonne santé mentale en fait. Et on amène aux gens de la confiance, plein de choses qui manquent aujourd'hui dans la société. Mais j'aimerais le pousser à l'extrême de tout le monde court. Enfin, tout le monde fait du sport. En fait, je m'en fiche que tout le monde court. Mais je dis souvent, j'aimerais que avoir une activité physique, ça soit au même niveau que se brosser les dents en fait. Je dis pas qu'il faut en faire beaucoup chaque jour, mais un petit peu. De dire qu'en fait, je sais pas, t'as ton 15 minutes de hit le matin, par exemple, si on prend un truc qui est pas du tout course à pied, c'est peut-être pas une bonne pratique, j'en sais rien, mais je donne un exemple, mais peut-être qu'un jour on se dira, si tu fais juste ton 15 minutes de hit chaque matin, tu vas être en super santé. Bon, spoiler, ça suffit pas parce qu'il faut bouger dans la journée, parce que la sédentarité, si tu es sédentaire 23h45 sur 24, bon, c'est pas efficace, mais tu vois ce que je veux dire, j'aimerais qu'on amène tout le monde à intégrer l'activité physique, et je pense qu'en termes de santé, il y aurait sûrement pas mal de choses qui iraient beaucoup mieux si c'était le cas, quoi. C'est un nom, ça, en anglais. Je crois que c'est les lazy sportsmen ou un truc comme ça. En gros, ouais, c'est de dire, tu passes 12 heures assis devant ton bureau, mais pendant 1 heure, tu vas te défoncer. Tu vas aller au CrossFit, tu vas t'éclater la tronche, ou tu vas te faire un frag de malade, tu vois, avec des allures de ouf. C'est peut-être pas la meilleure solution, tu vois. Plus tu restes assis, plus il faut bouger intensément plus tard. Hyper intéressant, hyper intéressant. Tu as parlé un petit peu de renfo et de course. C'est vrai que les gens connaissent bien ce que tu fais en course et tout. Tu fais quoi, toi, en renfo aujourd'hui ? Aujourd'hui, je fais du renfo assez spécifique course à pied, et pour mes douleurs, pour mes limitations personnelles. Parce que ça, chacun, en fonction de son corps, a des limitations différentes. Moi, je sais que j'ai le dos qui peut vite tirer un petit peu. Donc, et oui, je fais des exercices assez standards en finale pour un coureur de type fente bulgare, squat, extension de mollet, et des exercices de prévention pour le genou. Enfin bref, plein de trucs qui font que tu vas éviter les blessures classiques du coureur et être plus fort sur ton appui, et du coup te sentir plus fort quand tu cours. Moi, en fait, j'aime ce côté où tu sens en fait que ton corps est solide. C'est presque spirituel, parce qu'en fait, mais quand tu te connais comment tu courais avant et que tu sens que tu es plus fort, en fait, c'est agréable de courir, quoi. Les qualités de pied, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on travaille peu, mais en fait, quand ton pied au sol, tu sens que tu t'affaisses pas, mais qu'en fait, tu as vraiment ce côté rebond et que ça vient de ton corps, c'est quelque chose qui rend la course à pied plus agréable. Et en fait, il y a ce côté-là, du coup, qui est intéressant dans la pratique de la course, mais il y a aussi le côté longévité, éviter les blessures. Moi, je suis quelqu'un qui me blessait énormément quand j'étais plus jeune. Paradoxalement, c'est quand entre 16 et 20 ans que j'ai eu le plus de blessures en course, en fait. Je me blessais tout le temps. Et maintenant, je me blesse quasiment plus. Ou en tout cas, quand il y a une petite douleur, c'est toujours les mêmes, je les connais, je les maîtrise. Et ce que je fais en renfo permet de repousser le truc petit à petit, quoi. Ouais, tu penses que c'est nécessaire aujourd'hui pour un coureur de faire du renfo ? C'est nécessaire pour certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui vont être plus solides naturellement. Moi, comme aime bien le dire Tristan, je suis pas la voiture la plus solide du parking. Donc il faut travailler un petit peu. Mais pour certaines personnes qui vont être un peu plus faibles naturellement, avoir tendance à se blesser, je pense que le renfo, c'est indispensable. Pour certains, un peu moins. Mais je pense que c'est conseillé dans tous les cas, en fait. Parce que, encore une fois, les études et la science montrent que l'endurance, c'est génial. La force, c'est génial aussi, mais le must pour l'humain, c'est d'essayer de combiner les deux. Et moi, dans le futur, j'ai envie d'aller un petit peu plus vers ça. Là, ma quête du marathon fait que le volume d'entraînement et l'entrepreneuriat fait que j'ai pas été beaucoup à la salle depuis quelques mois.
Ça me plaît pas, par exemple. Et je sais que l'an prochain, je veux faire du trail. Ça va être beaucoup plus compatible. Déjà, il y a du renforcement un peu naturel aussi dans le trail. Bien sûr, bien sûr. Mais je veux aller un peu plus à la salle et essayer d'encourager cet équilibre aussi, en fait. Parce que je pense que ce que je fais, dans tous les cas, incite les gens à le faire. Donc c'est un peu moi, c'est le rôle que je me donne aussi là-dedans. Ok. Donc si je comprends bien, ce que tu dis, c'est que si on fait tout bien sur la partie course et que tu as quand même des douleurs, des blessures récurrentes, des trucs qui viennent, faut aller travailler soit peut-être sa mobilité, sa souplesse ou son renfort, et il faut aller voir ailleurs en fait. C'est bien ce que tu as dit, mobilité. En plus, je suis un fervent. Je fais de la mobilité tous les jours, je le dis très souvent. Mais c'est le combo, c'est pas endurance force, c'est endurance force mobilité. En réalité, c'est un triptyque. Si on veut vraiment aller loin dans le truc. Pour moi, dans tous les cas, s'il y a une douleur, il y a pas forcément dans le matériel en plus. Ouais. Non, ça peut juste être ah bah là, t'es pas suffisamment fort sur ça. Ça va peut-être te prendre 3-4 semaines à y arriver, mais en fait, il y a plein de gens qui vont dire ah bah du coup, je me blesse, machin, je suis pas fait pour la course à pied. Je pense qu'on est tous. On peut tous faire de la course à pied. Il y en a qui sont plus solides que d'autres, mais on peut tous faire de la course à pied sans problème. Mais si on a une douleur, comme tout, en fait, une douleur, c'est un problème à régler. C'est juste où est la cause et comment je la traite. Et idéalement, tu vas voir un kiné, tu t'essayes de comprendre avec lui d'où ça vient, en lui disant vraiment tout ce que tu as en tête pour qu'il comprenne, parce qu'il a besoin aussi des éléments pour le faire. Et du coup, normalement, si la cause a bien été comprise, tu mets les bons exercices, hop, bizarrement, la douleur, elle n'existe plus. Et si tu arrêtes un petit peu ces exercices, tu la sens revenir. Donc en fait, avec l'expérience, on se rend bien compte que moi, pourquoi je me blesse plus, c'est que j'ai plus ou moins expérimenté toutes les douleurs possibles que mon corps pouvait avoir. Donc maintenant, je sais quoi faire à chacune d'entre elles quand elle arrive. Et je mets pas des œillères en mode oui, c'est pas grave, elle va disparaître de toute façon. T'as tout eu, tu dirais ? Bah, j'ai tout eu sauf les trucs que mon corps apparemment, genre typiquement, j'ai jamais eu de périostite. Mais je pense que juste, parce que ça c'est très courant en course à pied. Mais moi, toutes mes douleurs, elles sont plutôt sur la chaîne postérieure et sur l'avant, ça doit aller. Donc je pense que ma foulée doit être plus orientée à tirer sur l'arrière du corps. C'est une supposition, hein, mais du coup, je travaille tout ça fort pour être sûr que je sais que si je commence à avoir des douleurs au dos, je me dis là, c'est que peut-être il faut que je remette un peu le paquet sur le renfort pour l'éviter. Mais je m'écoute beaucoup là-dessus, en fait. À la fin, on se rend compte qu'une fois qu'on a l'expérience de son corps sur plusieurs années, en fait, il suffit juste d'être à l'écoute de tous les signaux et on est capable d'anticiper un petit peu tous les petits soucis, quoi. Et tiens, ça m'intéresse là sur ces petites douleurs au dos, parce que là, je me remets à faire des 400, des 600, beaucoup là depuis 6 mois. Et j'ai senti un peu effectivement les lombaires qui tirent, tu vois. Ouais. Et ça, toi, tu fais quoi pour pallier à ça ? Bah déjà des exercices de renforcement lombaire, enfin des back extensions, enfin des extensions. Non mais et après il y a pas que ça. Moi je sais qu'avant typiquement mes fessiers je les utilisais très très peu en course à pied. Donc en fait c'est tous les muscles autour qui travaillaient à la place et à force de les travailler à la salle pour qu'ils soient plus forts, de travailler l'activation nerveuse. En fait ce qu'il y a un moment c'est juste mon cerveau il se disait non, il n'y a pas besoin de ces muscles-là, alors que ça fait partie des muscles les plus forts du corps. Et aujourd'hui, je sais conscientiser, enfin, je sais que mes fessiers travaillent en fait. Mais il y a eu un travail de contrôle moteur, d'apprendre à être plus gainé, donc aussi être un peu plus droit et mieux utiliser. Enfin, c'est complexe en fait, c'est dur de répondre là comme ça. Bien sûr. Mais quand on s'intéresse à ça, qu'on s'écoute, qu'on travaille avec un kiné, à la fin, en fait, on avance dans la compréhension de son corps et du coup, on l'utilise mieux. Mais c'est un processus qui est long. Je cours depuis 20 ans, hein, donc... Non, mais ce qui m'intéresse, en tout cas, dans toi, ta manière de faire, et ce que je vais essayer de tirer pour moi, tu vois, et c'est pas dit que ça marche, mais c'est effectivement de conscientiser un petit peu plus, tu vois. J'ai essayé de beaucoup... Vu que j'ai pris du poids, j'ai retravaillé ma foulée. Là, je me remets à faire de la vitesse. Je suis en train de reperdre ma foulée. Donc, quand je fais de la vitesse, je pense beaucoup à ma foulée, tu vois. Et j'ai aussi découvert les plaques carbone. Je me suis aussi fait des petites douleurs sur la voûte plantaire, tu vois. Donc, j'étais très concentré sur effectivement la position du pied. Et j'en ai oublié peut-être effectivement mes points forts qui sont inévitablement mes fessiers. On fait pas 150 kilos au squat comme ça. Mais ok. Ça m'intéresse du coup pas mal.
t'as bossé avec Nassim et Eric Flack que je connais, qu'on embrasse tous les deux. Tu les as accompagnés dans leur marathon. Franchement, c'était du super contenu, c'était super chouette. Ça changeait de ce qu'on voyait d'habitude. Il y avait un défi. Il y avait, eux, ils ont mis du storytelling. Les gens, je pense, avaient envie de voir aussi un petit peu le résultat d'un point de vue aussi un peu expérimental et curiosité. Qu'est-ce qu'il fait quand... Je sais pas quel poids il fait, Nassim. Il faisait 100 kilos au moment de son marathon. Tu vois, comment un titan musculaire de titan, combien est-ce qu'il peut faire au marathon, comment est-ce il va réagir. Les deux, ça a l'air de s'être plutôt très bien passé, faut être honnête. En tout cas, musculairement, plutôt bien. Mieux pour l'un que pour l'autre, mais ça, le marathon, c'est encore une fois, on découvre quand on y est, à quel point on peut être prédisposé pour cette distance. Et avant, je voulais juste revenir sur du coup Nassim, Eric. Moi, ce que j'aime dans ces collaborations qu'on a eues, cette collaboration, bref, c'est ça s'est fait de manière organique en fait. J'ai un mail de Nassim Saïli en décembre, un an avant, qui me dit j'ai fait un marathon sans entraînement, c'était la pire chose que j'ai fait de ma vie. Maintenant, j'ai envie de laver pas laver cet affront, mais j'ai envie de repartir de zéro, de comprendre. Et en fait, on a fait une vidéo apprendre la course ensemble. Le fit a été génial. Et après, je lui ai proposé qu'on travaille ensemble pour que je l'accompagne un peu, éviter les petites erreurs qu'il pourrait faire là-dedans jusqu'à son marathon. Et finalement, du coup, il s'est entraîné avec Campus. Mais ça s'est fait de manière juste organique. Et moi, j'adore ce mot parce qu'en fait... j'aime faire ça. C'est typiquement, là, cette année, on a eu Fabien Olicard qui s'est entraîné avec nous. C'est pareil, en fait, à la fin, Campus a sponsorisé sa vidéo, mais ça s'est décidé 3 semaines avant la vidéo. Tout le reste du temps, c'était juste, je suis trop content de pouvoir donner des conseils à un gars comme ça, qui est super gentil, qui fait des millions de trucs dans sa vie. Enfin, l'opportunité est top. Et Nassim, Eric, c'était pareil. Maintenant, si on revient à ta question, leur profil... et pas un avantage clairement pour faire du marathon. Même si on pourrait dire, du coup, musculairement, il est très très fort, il a des quads et des fessiers de feu, ouais, mais il faut les porter. Et du coup, malgré qu'il ait une masse musculaire énorme, l'enjeu principal de la course à pied, c'est pas la force que tu produis, c'est les impacts et du coup le côté excentrique. Et ça, tu le travailles pas du tout en musculation classique. Donc en fait, Nassim, il a énormément progressé pendant sa prépa, mais pendant la course, la fin a été très très dure parce que musculairement, l'excentrique était vraiment dans le dur. Du coup, les 100 kilos, je pense qu'à chaque pas, tu prends ce 100 kilos sur le corps. Déjà, moi, en fin de marathon, c'est ça qui me limite. C'est ce côté choc où tu dois juste mentalement résister à la douleur de chaque impact pour pas... t'affaisser et ralentir. Il a été fort là-dessus, Nassim, je trouve, mentalement. Et à l'inverse, Eric, on aurait pu dire, ça va être pareil, parce qu'il a un profil moins lourd que Nassim, mais quand même musclé. Et lui, on a démarré sa prépa avec un objectif qui était autour de 3h45, avec un chrono 5 km qu'il avait fait au début. Et puis, c'est tellement bien passé qu'après, on est passé, non, 3h45, c'est sûr, tu le fais les yeux fermés. Donc, on est passé à 3h40. Et puis, à 3h35 pour le jour de la course. Et puis, il finit en 3h31. En mode... il a passé toutes les étapes comme des green flags en mode progression. Mais ça, c'est un profil qui est adapté au marathon. Si tu lui fais perdre du poids, que tu lui mets un profil plus marathonien, il va vite, en fait, Eric Flag. C'est pas son objectif, mais on le sait. Et du coup, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, quand tu prends chaque personne une par une, tu vas avoir, même avec le même entraînement, tu vas avoir des vitesses de progression qui vont être très différentes parce que ta génétique est plus ou moins adaptée à l'endurance et à l'endurance spécifique du marathon. C'est encore un cas spécifique dans le spécifique, quoi. Ah ouais. Je vois tout à fait ce que tu dis sur Nassim. Je ramène le truc à moi, mais là, au mois de juin, j'ai fait le GR20 avec notre ami Mathieu Stéphanie. Et c'est la première fois. Mon dernier trail, je l'avais fait en 2016-2017, donc j'avais pas le même poids. J'avais pas de sac. Et là, tu vois, avec un sac qui faisait presque 10 kilos, on va dire, allez, 8. C'était bien optimisé en plus, parce que ouais, c'est pas beaucoup. Quand même bien optimisé, avec le poids que j'avais en plus. Franchement, le dernier jour, chaque pas était douloureux, quoi. Chaque impact, chaque truc. Et
Et ça lessive aussi mentalement, je trouve. Ah ouais. C'est l'effort qu'il faut mettre à chaque pas pour dire là je vais avoir mal, ou là il y a une grosse marche, pour oublier la douleur à chaque pas et recommencer. Franchement, c'est vraiment usant. Donc j'imagine bien la douleur et la force qu'il faut avoir, quoi. En fait, c'est ça qui est dur dans le marathon, et dans les épreuves longues, c'est que on parlait de 400-800 mètres tout à l'heure, la douleur est énorme, mais elle est de très courte durée. Là, au final, si on prend un pas quand tu es dans la difficulté, si on te le met là, tu dis « Oh, ça va, ça fait pas si mal ». Mais il faut être capable de le répéter pas après pas pendant des minutes, des heures. 50 000 fois. Et là, c'est pas du tout la même chose. Et dans ce mode-là, en fait, c'est juste à chaque seconde, ton cerveau cherche des échappatoires pour dire on arrête, en fait. Et c'est un jeu, une bataille mentale de non, je reste focus sur mon truc, un pas après l'autre. Et en fait, si je me concentre sur un pas après l'autre, ça fait pas si mal que ça. Mais si je commence à me dire putain, il m'en reste encore, je sais pas, 5000 des pas comme ça, bah là, je sais que je vais pas arriver au bout. Mais la petite voix est très forte pour essayer de te dire de toute façon t'as aucune chance, c'est pas la peine, autant arrêter maintenant, on va pas se faire mal pour en plus pas y arriver à la fin, quoi. Toi aussi tu l'as, cette petite voix? J'arrive à la calmer beaucoup mieux qu'avant, mais elle est là en fait, toujours. Et en fait c'est le jeu avec ça c'est juste à quel point l'expérience te fait dire je l'ai fait dans le passé. Il n'y a pas de raison. Mais je reprends mon dernier marathon entre le 26e et le 27e kilomètre où franchement, je n'étais pas dans une méga journée, j'avais mal aux jambes et j'ai ralenti au 26-27e en fait parce que j'étais en train de rentrer dans cette spirale de ouais, mais de toute façon, ça va pas aller au bout, donc à quoi bon? Et j'ai eu un sursaut au 28e de dire tu fais quoi là en fait c'est pas ça la course en fait, c'est tu donnes tout et on verra bien. Mais à chaque course, tu l'as ça en fait. Pour moi, chaque course, c'est une remise à zéro. C'est juste que tu as ton expérience du passé qui te donne des solutions plus rapidement qu'avant, quoi. Avant, tu étais dans un problème, oh là là, je sais pas quoi faire. Là, je l'ai déjà vécu, je sais sur quel bouton je dois appuyer. Après, avec la perte de lucidité et la fatigue, c'est facile à dire, mais j'ai un marathon dans une semaine. Je garantis pas que je vais réussir à trouver les solutions. Je l'espère, mais c'est toujours. Ouais, c'est comme même à chaque séance d'entraînement. En fait, tu remets tes compteurs à zéro et t'as beau avoir déjà fait dans le passé, ça t'empêchera pas aujourd'hui de pas trouver les solutions et de pas finir et de te dire bon bah j'ai pas réussi aujourd'hui, quoi. C'est décomplexant ce que tu dis parce que tu vois, on peut très vite se dire tiens, dès qu'on passe un certain niveau. On n'a plus la petite voix ou tiens non mais lui c'est facile, ça fait 18 ans qu'il fait de l'athlé, ça fait 10 ans qu'il court des marathons, je sais pas exactement, tu vois, je caricature, tu vois, mais sans avoir les chiffres ultra précis, mais et le commun des mortels, tu vois, peut, entre guillemets, ou le débutant, ou la personne qui a moins d'expérience, elle peut toujours se dire, ouais, c'est plus facile pour l'un, c'est plus facile parce que lui, il est pro, il a du meilleur matériel, ou non, mais lui, il est coach, il sait comment trouver les parades. Ça peut être vrai. Avec l'expérience, tu sais comment créer les parades, tu sais te trouver, tu t'apprends à te gérer. Mais il y a toujours les doutes, il y a toujours la petite voix qui te dit que à n'importe quel moment tu peux t'arrêter, quoi. Moi cet été j'ai fait le marathon des Jeux, c'était mon 8e marathon. Alors j'ai fait beaucoup de marathons sans aller chercher un chrono, juste par le plaisir, parce que j'adore courir. Moi, si là tu me dis viens on va courir, je suis trop content, quoi. Je le fais. Mais c'était je pense le plus dur de ma vie parce que je sais pas, le chaud, la chaleur, le soir, un petit passage à vide. J'étais pas remis du GR20 aussi. Ça m'a défoncé le GR20. Franchement, ça m'a. Le manque de sommeil, tu vois. Le manque de sommeil, l'itinérance, mal dormir dans la tente et tout, 7 jours d'affilée, c'était usant. Mais j'ai mis beaucoup de temps avant de m'en remettre. J'avoue que moi, je suis très. Aujourd'hui, le sommeil, c'est quelque chose qui est hyper important. Et. Je sais que c'est mon paramètre numéro 1 que j'essaye de contrôler parce que ça définit tout le reste. Et je suis impressionné justement par tous ces défis où en fait qui mettent le sommeil à mal.
Là, c'était sur 7 jours. Mais quand tu vois les mecs qui vont faire le Vendée Globe ou des trucs comme ça, tu te dis, mais. Enfin, en fait, j'arrive pas à. Je n'intellectualise pas et je me dis, mais ça me paraît juste impossible. Et alors que ça l'est, mais tout est possible et c'est ce que j'aime aussi dans le corps humain, c'est qu'en fait, en réalité, on peut trouver des solutions à tout parce que le corps humain est très résilient si on l'entraîne et qu'on l'habitue à des trucs. Mais moi, c'est pareil. Moi, je suis un coureur. J'ai fait des moyennes distances, on va dire. Mais quand j'ai été à l'UTMB le mois dernier, je les vois, en fait. Je suis en mode, mais comment vous... Et je revois les pros, mais je vais même parler des amateurs et de courses comme la petite trotte à Léon, là, qui part le lundi. Et tu voyais les mecs arriver le samedi. Tu te dis, mais... J'arrive pas, en fait, à intellectualiser ça. Déjà, l'UTMB, partir à 18h, courir toute la nuit... Moi, je les ai suivis en voiture et j'étais éclaté comme jamais. Tu te dis, mais eux, ils sont jamais arrêtés de courir. Enfin, puis peut-être qu'un jour, j'en ferai un. Mais justement, j'aime bien être impressionné par ces trucs-là, me dire comment ils font. Parce qu'en fait, juste si tu te décides à te dire, là, j'ai envie de le faire, tu sais que tu peux. C'est juste, ça prendra le temps que ça prendra et t'apprendras des choses. Mais on peut faire tout ce qu'on veut en réalité. Mais c'est pas simple, quoi. Le chemin pour y arriver, il est souvent complexe. Mais je sais qu'il y a des chances qu'un jour je fasse un ultra. Dans longtemps. Hein. Ne me prenez pas au mot, j'ai pas envie de me lancer dans un ultra. Mais je le prends, je le mets en intro sur YouTube. Ça. Mais tu sais, j'ai trop de questionnements sur ces trucs pour me dire, j'aurais pas envie d'expérimenter un jour, me dire, ok, je l'ai vécu pour mieux comprendre. Mais ouais. Et puis là, on parle d'ultra, mais tu fais du 5 km en course à pied. C'est une distance tellement difficile à maîtriser que tu peux Il y a des gens qui font que du 5, du 10 km toute leur vie et qui arrivent à optimiser et à prendre énormément de plaisir là-dedans. Hein. Il y a aussi ce côté, on veut toujours aller plus loin, plus fort, plus loin, enfin Ironman et machin. Enfin, j'adore ces distances, je trouve ça cool, mais en même temps, faut pas oublier qu'on n'est pas obligé de faire du très long pour faire un gros défi. Ouais, bien sûr. Pour tout le monde, pour monsieur tout le monde, faut pas trop idéaliser ce truc-là parce qu'en fait, ça prend beaucoup d'énergie, de temps. Et si on n'a pas ça à allouer à ce genre de défi, on va pas le vivre pleinement et on va peut-être même le vivre négativement. Donc, faut pas faire l'apologie non plus de vouloir absolument cocher la case parce que ça fait bien de l'avoir fait. C'est plus le voyage et la prépa qui sont la beauté de ce type de course. Ouais. Tiens, je voulais te poser la question un peu large, mais tu vois, depuis que tu as bossé avec Nassim et Eric, un peu plus de leur profil, tu vois, très salle de muscu, arriver un peu sur de la course à pied, tu vois. Je pense qu'il y a un espèce de momentum en ce moment. Alors peut-être parce que je suis en plein dedans, moi j'ai l'impression que ça pop de partout, que je bosse avec Aerox, tu vois, je vois beaucoup d'athlètes hybrides aussi, c'est ce qui m'intéresse un petit peu aussi. J'ai l'impression que ce concept n'existait pas trop, tu vois, il y a encore... peut-être 10 ans, tu vois, quand toi tu commençais à créer du contenu, qu'aujourd'hui c'est bon, c'est le truc là. Maintenant tous les youtubeurs, il faut que d'un côté ils fassent un Ironman, un marathon, ils fassent un Aerox, ils fassent je sais pas combien au squat, machin. Bon, c'est le côté un petit peu toujours plus aussi, j'imagine. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de croisée des mondes où combiner un peu la force d'un côté, l'endurance, la course à pied de l'autre est en train d'arriver. Est-ce que toi aussi, c'est une tendance un peu que tu vois justement chez vous, avoir des profils peut-être un petit peu différents qui viennent s'inscrire? Je pense que c'est une tendance, mais qui est encore petite. Ouais. Il y a des gens pour qui, oui, c'est à fond là-dedans. Je pense que même le CrossFit était un peu une amorce de tout ça, en fait, de transformer un peu la musculation vers quelque chose lié à l'endurance. L'Aerox, c'est encore un cran au-dessus. Donc, c'est plus adapté un coureur qui va se mettre à l'Aerox. Bon, ça va pas être facile, mais c'est plus accessible. Enfin, les qualités d'un coureur ont quand même un rôle important dans l'Aerox, plus que dans du CrossFit. Et moi, ça m'intéresse, en fait, ce genre de truc. C'est pareil, j'aimerais bien essayer pour l'expérimenter un jour. Mais encore une fois, j'ai pas envie d'y aller demain matin. J'ai envie de m'entraîner un minimum si je vais faire ce genre de choses. Mais je trouve ça intéressant parce que ça emmène les gens vers justement ce côté endurance et force qu'on parlait tout à l'heure. Donc, je trouve que c'est positif d'avoir tout ça.
Après, on a aussi une tendance, nous, qu'on voit beaucoup, c'est de la route vers la course en trail. Moi, j'en vois beaucoup plus, en tout cas aujourd'hui, vers cette tendance-là. Mais je pense qu'on est sur les prémices de tout ça. Et aujourd'hui, c'est plus les gens de muscu qui vont aller faire un peu de course, des marathons, des Ironman, de l'Aerox, que des coureurs qui vont vers l'Aerox. Mais je suis convaincu que ça va arriver aussi. Hein. On est dans les prémices de tout ça. Ok, ouais. Non, parce qu'effectivement, moi je vois, comme j'ai un peu gravité dans le CrossFit, je vois beaucoup de gens faire CrossFit, Aerox, course. Et je voulais te demander si ça faisait un peu l'inverse, mais peut-être pas tant que ça en fait. Pas encore, mais je suis sûr que. Enfin, un peu, mais je pense que ça va arriver. Nous, c'est des trucs qu'on regarde je pense que c'est l'avenir aussi, dans le sens où pour moi, le besoin d'un coureur, d'un sportif, pour beaucoup, c'est aussi de s'amuser, donc d'avoir des nouvelles choses, de varier. Et en fait, c'est ça que ça amène. C'est tu fais de la route, bah après, tu peux dire, ok, je vais aller faire de la course en trail. Je peux faire un peu de triathlon. Je peux aller faire de l'Aerox. Moi, ça représente vraiment ma pratique. En fait, oui, je suis compétitif dans ce que je fais, mais en fait, est-ce que j'ai un profil qui a été vraiment à optimiser toujours les choses? Non. Parce que j'ai fait du court, j'ai fait un peu de long, après j'ai fait du duathlon, puis du triathlon, puis je suis revenu à la course, je mets un peu de trail là-dedans. Il n'y a pas une logique, c'est juste je fais ce que j'ai envie de faire. Et en fait, ça permet de durer dans le temps. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder. En fait, c'est se dire qu'est-ce que moi j'ai concrètement envie de faire. Pas forcément suivre les tendances non plus, parce que des fois, on dit j'ai envie de faire ça, parce que tout le monde fait ça. Mais concrètement, est-ce que j'ai envie de courir un marathon ? Si la réponse est non, fais du semi, fais du 10 km. Est-ce que tu as envie d'aller courir en trail ? En fait, ok, go. Ouais, mais le trail, c'est dur, la montagne. Le trail, c'est pas que en montagne. En fait, il y a des super trails en Bretagne. L'éco-trail, c'est très décrié, mais moi, je trouve ça cool comme course. Tu arrives sur la plus longue distance, tu arrives à la Tour Eiffel. Enfin, il y a tellement d'options, en fait, que chacun peut y trouver son compte. Et le plus important, c'est ça, c'est de juste se dire, mon but, c'est de faire du sport à long terme. Et pour ça, qu'est-ce que j'ai envie de faire concrètement ? Et quel moyens je vais pouvoir mettre en face, parce que si tu choisis un défi qui est pas en lien avec les moyens que tu peux mettre, je parle surtout en temps, du coup après tu es déçu à la fin, quoi. Ouais, je vois. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois, le but in fine, c'est que chacun prenne du plaisir et trouve les distances qui l'intéressent. Et il y a tellement il y a tellement d'options et de variables qui sont possibles que tu vois, et c'est presque infini. Si demain tu voulais faire toutes les courses présentes en France, tu vois, pour les découvrir, ça prendra un paquet de temps, quoi. Tu vois, maintenant, j'ai l'impression que tu vois, dans toutes les communes en Savoie, il y a un petit trail, tu vois. Donc ça prend du temps. Ce que je trouve, je fais une dernière petite bouclade là-dessus et je serais curieux d'avoir ton avis, tu vois. Ce que je trouve hyper stimulant dans l'Aerox, c'est que justement, c'est une nouvelle discipline, tu vois. Il y a un côté où, tiens, c'est un nouveau format de course. Donc, il n'y a pas vraiment de littérature préétablie. Il y a des mecs qui commencent à arriver avec des techniques ça change tous les 6 mois. En fait, on le voit, tu vois, même dans la façon d'appréhender certains ergos, il y a des nouvelles astuces, des nouvelles stratégies qui sont mises en place. Et même pour la course à pied, tu vois, c'est difficile de se prévoir un plan hyper précis, tu vois, vu que c'est 8 km fractionnés. Tu peux te dire, ok, je vais m'entraîner sur une distance entre 10 et 15 km, tu vois, parce que c'est à peu près ce que ça va représenter en termes de temps. Tu vois, et je vais essayer de partir un peu sur cette allure-là, mais en même temps, tu as énormément de congestion dans les jambes, donc repartir, ça devient hyper difficile. Toi, tu l'appréhenderais comment, la partie un peu course ? Ça serait quoi un peu la réflexion méta que tu aurais si là, tiens, en 3 minutes, tu devais te dire, je devrais me faire un petit plan. C'est quoi les questions que tu essaierais de te poser et comment est-ce que tu essaierais de résoudre de placer tes pions et de résoudre les problèmes ? Petit challenge. C'est marrant, parce que je me suis pas. Ça, pour le coup, c'est un truc où j'ai pas du tout réfléchi à ça. Ok. Moi, ce que je compare un petit peu ça, attention au parallèle, mais au triathlon, où en fait tu fais du vélo, tu es très congestionné musculairement parce que c'est un sport de concentrique. Et en fait, quand tu descends du vélo et que tu dois courir, c'est dur. Et en fait, j'ai tendance à penser que c'est un petit peu le même genre de choses,
À part que l'intensité, enfin, moi je parlais de triathlon longue distance, mais en vrai sur du court, t'es aussi plutôt physiologiquement très très haut et du coup avec des douleurs qui sont immenses parce que t'as tous les aspects qui sont dans le rouge. Je pense que tu retrouves un petit peu ça sur le CrossFit. Et moi, ce que je verrais, le CrossFit, le Hyrox, mais vu que c'est un format au-delà d'une heure, mon côté course à pied dirait ok. Donc physiologiquement, c'est un effort qui va être seuil, sub-seuil, mais dans ces horizons-là. Et du coup, j'essaierai de maximiser mon entraînement sur des vitesses autour du semi-marathon, semi-marathon proche seuil en fait, pour être très très bon physiologiquement dans cette zone-là. Et de faire le renfort à part, travailler les exercices à part, et à un moment d'essayer de cumuler des morceaux. Mais pour cumuler, je ne sais pas comment on fait. Il faut avoir un tapis à la salle, peut-être. Ouais, maintenant c'est ce qu'on fait. Ouais, j'imagine, mais peut-être de l'introduire progressivement, en fait. Déjà, d'isoler un peu les deux parties pour être à un niveau correct, parce qu'en fait, si tu pars direct en mode, ok, je me fais un Hyrox pour m'entraîner à l'Hyrox, je pense que tu meurs assez rapidement. Il faut déjà être suffisamment bon sur chaque exercice. Puis après, tu mets des petits bouts ensemble. Tu fais peut-être 20 minutes, un fractionné en mode Hyrox, quoi, en fait. Et tu essayes de petit à petit construire tes enchaînements, voir lesquels où tu as le plus de mal. Parce que peut-être qu'il y a un exercice où tu dis, après cet exercice-là, courir, c'est super dur. Peut-être que du coup, je réduirais un peu l'intensité que je mets sur l'exercice, même si ça me fait perdre du temps, pour pas après être totalement cramé sur la suite. En vrai, c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant parce que chaque exercice étant différent, en fait, la course après chacun des exercices doit être différente aussi. Et tu peux peut-être ajuster ton allure. Est-ce que tu prends la course à pied un peu plus en mode récup ou un peu plus en mode agressif? Tu vois, pourquoi je trouve ce sport intéressant? Parce qu'il y a sûrement plein de manières d'y arriver. Surtout si tu es un coureur, c'est différent de si tu es quelqu'un qui est plutôt fort musculairement. T'as jamais fait de course sous compromis, toi? T'as jamais fait des 1000 mètres, 1000 mètres, 20 burpees, 1000 mètres, 20 burpees, 1000 mètres, 20 burpees? T'as jamais fait ça? Non, j'ai jamais fait ça, mais pas avec du burpee, mais pour le trail, sachant que j'habite au Havre où il n'y a pas de montagne, faire des exercices en bas d'une côte et travailler en côte, c'est quelque chose qui se fait en trail et du coup ça peut mais je l'ai jamais fait pour l'instant, non. T'as pas le haut du corps quand même. Parce que c'est le haut du corps, on le sous-estime, mais le fait d'avoir les pectoraux, les abdos ou même le dos hyper congestionné, en fait ça te comprime les poumons en fait, tu vois. Et après tu vois, sur l'Aerox, les 2 départs qui sont durs, je trouve en tout cas, après bon, il y a la fin de la course, mais le premier départ qui est très dur, c'est quand tu es effectivement juste après les slate push, là, le gros chariot, là, ça te démonte les jambes. Franchement, tu repars de là, tu as les jambes bien raides comme des bâtons. Et après, tu as aussi après les burpees, tu vois. Parce que tu as beaucoup sollicité tes pecs, tes triceps, tes abdos. Et du coup, en fait, ouais, tu as l'impression, enfin, moi en tout cas, j'ai l'impression de redémarrer moins vite parce que je respire moins bien, tu vois. Ça, c'est intéressant. Mais en tout cas, je retiens les conseils. Je sais pas si c'est des bons conseils. Hein. C'est vraiment une réflexion live. Non, bah, tu vois, pour l'instant, tu vois, je m'étais mis effectivement, ok, moi, mon objectif, c'est de faire entre une 12 et une 15. Voilà, de passer sous la barre des une 15. Donc, effectivement, tu vois, travail au seuil. Ce que j'hésite, tu vois, c'est est-ce que j'essaye plutôt de travailler vraiment une allure Hyrox particulière ou est-ce que tu vois, Moi, je serais plus sur de la sensation là-dessus, en fait. De dire, justement, j'ai suffisamment travaillé mes allures pour connaître un peu mes sensations au seuil et je sais que ça, c'est à ne pas dépasser, sinon je tiendrai pas. Point. Et en fait, du coup, oublier un peu le temps parce que du coup, tu sais que de toute manière, physiologiquement, tu tiendras pas si tu te mets dans le rouge en fait, parce que une heure et quart, c'est long en fait. Donc tu te rattrapes pas sur ce genre de truc. Donc en fait, la prio, ça doit être de surtout pas se mettre dans le rouge avant les dernières 10 minutes quoi. Enfin 10-15 minutes, la fin ça doit être horrible, mais là c'est normal. C'est horrible aussi sur une course de toute façon, mais il faut que comme sur toute course, sur les 2 premiers tiers, tu sois en contrôle.
Et après, advienne que pourra, quoi. Mais Ouais, mais c'est un peu ça. C'est tout à fait ça. Mais c'était cool, je suis content de t'amener sur ce petit exercice un peu maintenant, psychologique. je vais avoir envie d'essayer. Mais c'est sûr que tu en feras un jour, c'est sûr. Juste pour le challenge. Et les coureurs sont avantagés, hein, effectivement. Et moi, j'ai vu de très très bons triathlètes. Les gars qui sont bons, c'est aussi ceux qui ont fait un peu de Spartan. Tu vois, là aujourd'hui, le meilleur français en termes de temps, c'est un type qui a fait des Spartans, tu vois, à très bon niveau, qui faisait des top 5, top 10 sur ce type de course. Donc, ouais, tu vois, des profils un peu assez complets, tu vois, même musculairement. Et je pense que, ouais, juste pour le défi intellectuel de la prépa, de la stratégie de course, aussi pour tu vois, l'espèce de défi où en fait ce qui est quand même assez cool sur un Aerox, c'est qu'on te dit ton temps sur chaque station et à chaque kilomètre. Donc il y a un côté, là je te vois avec deux montres, je me dis bon, je sais que tu aimes bien la data et tout, l'optimisation. Il y a un jeu qui est prenant et qui est presque addictif, tu vois, où tu te dis ok, comment je vais aller gratter 5 secondes ici, 5 secondes là et tout, et qui est assez cool. Donc peut-être qu'un jour, tu t'y mettras. On verra. Écoute, si ça te dit, en tout cas, là, c'est la semaine prochaine ton marathon ? Ouais, il me reste 8 jours. Écoute, si ça te dit de repasser, si jamais tu repasses à Paris un jeudi matin ou un vendredi matin, on se fait des petits entraînements Aerox avec il y a une petite team influenceurs et athlètes. Tu vois, c'est là que j'ai vu PAB. On a invité Mathias Dandois aussi, on a fait un super épisode. Mathias Dandois à Lourdes, tu vois, 2h57. Tu vois qui c'est ou pas ? Je connais de nom, mais souvent j'ai du mal à reconnecter. Mais j'ai déjà vu quelque part. C'est un grand titan du BMX flat. Tu vois, qui fait des figures et tout, et il a beaucoup bossé pour les JO. Jonathan me tuerait, fan de BMX. Donc. Et tu vois, c'est un mec qui fait du BMX, les rondes durent 3 minutes. C'est les sports de Red Bull et tout. 2h57 au marathon, quoi, tu vois, et sans forcer. Donc, pas mal, tu vois. Enfin, c'est vraiment costaud. Et là, il se met à l'Aerox. Donc, si jamais ça te dit, que tu ouais, fais avec une petite plaisir. session, Ça ne coûte rien de tester de toute façon. T'es le bienvenu. Pour la petite fin, là, je vois, il est 11h48. On peut faire si ça te va si on fait encore 10 minutes ? Ouais, moi Trop bien. C'est quoi tes objectifs, toi, un peu course à pied, tes envies ? T'as dit, ouais, t'as envie de faire du trail. C'est quoi les courses qui te font rêver, les choses que t'as envie d'explorer là, pour les 2 prochaines années ? Où est-ce qu'on va te voir ? Question assez complexe. Parce que. Tu m'as dit, t'aimes le présent. Non, même pas. C'est parce que là, typiquement, physiquement, je suis dans la forme de ma vie. Que, en fait, encore une fois, que je veux atteindre le meilleur chrono la semaine prochaine. Mais l'objectif est atteint dans tous les cas pour moi. Parce que la prépa, ce que tu fais est aller au bout. Surtout avec le quotidien. Et je sais que j'ai du mal à bien gérer la charge mentale à l'entraînement. Parce que du coup, il y en a beaucoup à côté. Et du coup, il y a plein d'entraînements où j'arrive pas à être là comme je veux. Mais en fait, j'ai été au bout de ce que je voulais dans cette prépa. Donc, dans tous les cas, j'ai le niveau pour 2h30 au marathon. Ce que jamais j'aurais pensé il y a quelques années. Tu m'aurais dit ça, j'aurais dit non, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est mort. Donc ça, déjà, pour moi, c'est atteint. Maintenant, idéalement, j'aimerais quand même réussir à le faire le jour de la course. Ça serait quand même pas mal. Et après ça, en début de prépa, je disais, si je l'atteins, fini, j'arrête la quête de la performance, qu'en fait, ça coûte trop cher. Dans le sens, là, oui, il fallait que je m'entraîne 9 fois par semaine. Et j'ai d'autres objectifs beaucoup plus importants que ça dans la vie à côté. Et voilà, il faut être réaliste au bout d'un moment. De toute manière, même si je fais 2h25, ça ne va pas changer ma vie. C'est toujours un temps amateur plus, mais c'est un temps d'amateur. C'est loin d'être un temps de pro. Donc, tu te considères comme un amateur ? Ouais, dans ma pratique, dans ma philosophie, en fait, un amateur qui a poussé le truc à l'extrême, mais j'ai pas un talent naturel énorme. J'ai des avantages que j'ai trouvés qui font que sur le marathon, ça marche plutôt bien pour moi. C'est une distance qui me convient, mais je sais pas un truc où je pourrais jamais pousser à 2h10 parce que il y a des limites où ma vitesse, typiquement, en fait, c'est une limite. Les marathoniens pros sont très bons en vitesse. Ils sont pas excellents, ils feront pas du 400, du 800, mais en fait, ils ont quand même une vitesse de base qui est très très forte parce que
tout est dépendant de ta vitesse en fait. Si ta vitesse est là, bah, tu pourras pas faire un marathon à 20 km/h, quoi. Donc, et du coup, bah, j'ai eu une phase dans cette prépa un peu grisante en mode je sais que je pourrais optimiser encore d'autres trucs. Il y a encore des curseurs que je peux bouger et en fait, je pourrais aller encore plus vite sur une prochaine prépa marathon. Et il y a un moment, je dis on va faire ça, on va faire ça. Et là, ces dernières semaines qui ont été un peu dures, je suis revenu à la réalité de non, en fait, oublie. Oublie, en fait, c'est pas ça que tu veux vraiment. Tu as d'autres objectifs à côté. Donc, je pense que le marathon, pour moi, ça va être. J'en ferai d'autres, mais sans aller chercher plus. Je sais pas ce que ça va faire pour moi, parce que justement, aller chercher plus, c'est toujours quand même un truc un peu à l'intérieur que j'ai. Mais là, du coup, j'ai envie d'aller explorer autre chose. Donc, l'année prochaine, ça va être le trail. Et d'aller explorer comment on fait une transition de route à trail. Comment on transforme ces qualités qu'on a sur route dans un format totalement différent où en fait, ta capacité en fait, à être très très bon dans enchaîner des foulées, être économique et utiliser ton énergie pour faire le pas suivant, en fait, tu es dans une montée en trail, ça n'existe plus. Il n'y a pas de rebond, tes tendons ils sont pas élastiques parce qu'en fait tu as juste la pente qui te limite. Et du coup c'est un effort totalement différent, beaucoup plus musculaire, mais je suis sûr que les qualités que tu as, elles peuvent être transcrites quand même. Donc encore une fois, comme sur l'Aerox, il y a un petit jeu de comment on fait, comment ça marche. Et après, ce que ça va me servir, c'est à pouvoir faire du contenu, essayer d'expliquer avec ma vision comment je l'ai vécu. Et ça, je sais que ça parlera aux coureurs en fait. Donc à chaque fois, c'est un double projet. Quand je fais quelque chose, je me dis moi, ça m'intéresse personnellement. Et en plus, c'est quelque chose qui sera bénéfique au contenu, à Campus. Bon, bah là, c'est bon, je coche toutes les cases, je peux y aller en fait. Ok. Mais écoute, si jamais vous cherchez un cobaye pour Aerox, pour faire du contenu, on pourra le faire. Je suis en train de préparer un petit film qu'on va essayer de faire plutôt pour février, tu vois, donc ça pourrait être cool. J'ai rien de prévu pour le début de l'hiver, donc je vais me faire convaincre dans pas longtemps. Quand je t'entends, tu vois, t'aimes bien tout optimiser, t'es quand même assez passionné de performance. Est-ce qu'il y a une petite partie de toi qui aurait aimé être athlète de haut niveau ? C'est pas une petite partie, c'est une grosse frustration en vrai ça. Parce que moi, me rendre compte que ma première course, je finis dernier et loin des autres, et que dans les pelotons de cross, tout ça, j'étais milieu de peloton, tu te dis juste, ouais, mais en fait, c'est pas grave, je vais travailler, je vais y arriver. Et en fait, les années jeunes, c'est jamais arrivé. Après, je m'entraînais pas tant que ça finalement a posteriori, mais bon, le potentiel n'était pas là dans tous les cas. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, là, ce besoin d'aller chercher toujours un peu plus, c'est juste, j'essaye de racheter cette frustration de, bon, il y avait pas de quoi faire athlète de haut niveau, dommage. Mais je pense que j'ai l'intérieur qui j'ai la motivation à faire les choses pour y arriver. Peut-être pas équivalente athlète de haut niveau, c'est un peu prétentieux de dire ça, donc non, mais je le vois dans l'entrepreneuriat quand je veux quelque chose qui est accessible, parce que là du coup c'est moins limité par ta génétique, faut le dire. Ouais, j'y arrive beaucoup mieux en fait. Je veux quelque chose, j'avance et il y a personne qui peut me faire reculer devant l'obstacle en fait. Et du coup je pense que là, ça, l'entrepreneuriat, ça m'a aidé à dire un domaine où en fait là les limitations, il y en a plein, mais en vrai si tu veux avancer, ça prend le temps que ça prend l'énergie que ça prend, mais ça avance quoi. Ouais, et puis t'as pas les unités de mesure, elles sont différentes, c'est-à-dire tu es sur une ligne de départ, il y a une ligne de départ et une ligne d'arrivée, le premier et le deuxième ils sont clairs, tu vois. Dans l'entrepreneuriat, c'est tu vois, ok, tu as peut-être un nombre d'utilisateurs pour ton app, tu as peut-être le chiffre d'affaires, peut-être qu'aussi il y a l'aventure humaine de l'équipe que tu es en train de créer, il y a la marge, tu vois, il y a plein d'autres trucs en fait. Je veux dire, ok, tu peux faire un classement, mais tu peux aussi faire ton classement en fonction de ce que toi tu aspires. Tu vois, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, qui vont me dire, mais tiens, est-ce que Nico, c'est ton concurrent, il lance un podcast, ou tiens, dans la tête d'un coureur, course épique et tout. Je leur dis, non, en fait, c'est pas mes concurrents, parce qu'on n'a pas le même objectif à l'intérieur en fait de nous, tu vois. Vous faites de la course à pied, c'est génial, j'adore ça. Moi, je suis curieux, j'ai envie d'aller faire dans tous les sports. Ça me ferme des portes, ça m'en ouvre d'autres.
C'est, tu vois, chacun a son truc. En fait, tu peux dessiner un peu les cartes comme tu le veux. Ouais. Tu peux dessiner un peu les objectifs et la vision un peu comme tu veux et les règles du jeu, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est cool. J'aime bien cette dernière phrase. J'adore définir mes propres règles du jeu, en fait. Et du coup, quand tu es dans un jeu qui te convient, bah là, tu es heureux, en fait. Et chacun son jeu. Et si tu emmènes des gens qui sont en connexion avec toi et ce que tu as mis en place, bah ça marche. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est de trouver des gens qui sont en résonance avec ce que tu fais, qui vont apporter. Et après, oui, c'est du travail au quotidien. Oui, c'est intense, mais tout le monde à la fin de la journée est en mode je sais pourquoi je fais ça et je suis content de la vie que j'ai avec ça, quoi. Ouais. Et moi, c'est mon métrique. Je pense qu'au final, et du coup, c'est pas un métrique, mais c'est l'humain et à quel point les gens, tu les vois s'épanouir dans ce qu'ils font. C'était pas mon objectif initial parce que je ne savais pas que. Mais en fait, au début, tu recrutes. Tu travailles avec ton premier freelance quelques heures par semaine et tu sais pas comment on fait. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est pas si compliqué de travailler avec des gens, que si les gens sont motivés et débrouillards, en fait, ça va se faire tout seul. Et plus tu travailles avec des gens différents, plus ça avance et ça se fait naturellement. Même si tu te rends pas compte du moment où tu es passé de juste tu travailles avec Elodie dans ton appart à aujourd'hui on a une 30aine de personnes, tu te dis je sais pas quel fil s'est tiré, mais en tout cas c'est plaisant aujourd'hui, quoi. Ouais. La toute dernière question, les dernières questions que je voulais te poser, on va quand même. C'est pas une touche très positive, mais c'est une touche que j'avais envie d'aborder avec toi et on va essayer quand même d'en tirer du positif au maximum. C'est que tu fais partie des rares créateurs, tu vois, qui partagent beaucoup leur moment un peu de down. Tu vois, les moments où ça va pas. Je trouve ça hyper courageux, tu vois, de se montrer vulnérable vis-à-vis de sa communauté, parce que tu vois, on peut vite avoir tendance à se dire qu'on peut être discrédité ou que les gens vont se dire tiens bah en fait il est pas si fort que ça Nico, ou est-ce qu'il est pas si pertinent, tu vois, dans ce qu'il dit. Et toi t'as parlé pas mal de burn-out dans tes contenus. Avec la question que je voulais te poser, c'est avec le recul, qu'est-ce que tu surveilles pour pas que ça t'arrive une seconde fois? Et la deuxième question que je vais te poser, c'est selon toi, c'était quoi l'élément déclencheur, tu vois, qui t'a fait un peu switcher? Je vais commencer par ce point-là, parce que l'élément déclencheur, c'est un peu tout ce qu'on s'est dit là. C'est le côté performance. Je veux des choses, je les fais, et j'ajoute au fur et à mesure. Au lieu de retirer. Ouais. Je le fais toujours, ça. Hein, mais et à un moment, le moment où ça a... J'ai eu plein de moments où c'était dur, il y avait un peu trop, je m'ajustais, mais 2021, je me lance dans je veux faire un Ironman. Mais c'est pas je veux faire un Ironman, c'est ok, j'ai le potentiel pour faire sub 9 heures, je veux faire sub 9 heures en fait. Et du coup, je le fais à 1000%. Mais il y avait Campus à côté qui commençait... on commençait à se dire que Covid, ça allait finir un jour et on réfléchissait à ce qu'on allait faire. Et il y avait Running Addict à côté. Et en fait, juste à un moment, ça passait plus, quoi. Et l'entraînement était vraiment très intense à ce moment-là. Donc ça a commencé par une phase de surentraînement où en fait, ça marchait plus dans l'entraînement. Et j'ai ralenti un peu l'entraînement et je me suis dit, c'est bon, du coup, c'était juste ça. Et du coup, j'ai mis les bouchées doubles côté travail à côté. Et en fait, ça s'est transformé en surentraînement surtout, en fait. Et généralement, j'allais plus du tout, en fait, à cette période-là. Donc, j'ai arrêté totalement l'Ironman. Qu'est-ce que je fais? Je me lance dans un marathon à la place. Enfin, tu sais, t'es vraiment dans un cycle où tu vois pas que ça va pas, en fait. Que tu dis, j'étais vraiment dans une sorte de boulimie de il faut absolument que je fasse des trucs et que je remplace par autre chose. Et j'ai toujours ce profil-là, ça n'a pas changé. Ton profil, tu ne le changes pas du tout au tout. C'est juste que maintenant, je me pose plus de questions. Tous les 6 mois, dans tous les cas, je me dis, ok, j'avais planifié trop de trucs. Naturellement. Et là, maintenant, j'essaye de le travailler
D'ailleurs, grâce à toi et au podcast avec Marie-Laure Brunet, Ok. bref, je vais travailler avec elle sur tout ça parce Trop que ça avait beaucoup résonné avec moi. Et c'est tout, enfin bref, c'est tout récent, mais tu sais, j'ai envie de comprendre encore plus et de travailler pour trouver un équilibre. Hmm. Je suis toujours sur un fil. Donc maintenant, j'arrive à être du bon côté du fil, là, de pas tomber. Mais je suis toujours quand même border. Border, j'en fais trop, ça va pas. Et j'aimerais bien être un peu plus à lisser un peu les choses. Mais le gros avantage de cette période, c'est que ça m'a appris à voir c'est quoi les signaux rouges. En fait, où attention, là, si tu vas plus loin, après, ça va plus. Donc maintenant, c'est pas que je les vois, c'est qu'en fait, j'ai des signaux internes qui sont très forts de mon cerveau me bloque en fait. Quand je dis dans plein d'entraînements, aujourd'hui j'ai le cerveau à côté de mes pompes, c'est littéralement le feeling que j'ai, c'est mes jambes courent et moi mon cerveau est 2 secondes après à dire mais c'est pas la même personne, qu'est-ce qui se passe. Ces jours-là maintenant je dis ok, je fais pas. Enfin, en tout cas l'année dernière j'ai encore foncé dans ouais mais je vais y arriver et c'est passé mais j'ai eu de la chance. Cette année il y a plein d'entraînements, je dis non juste je les fais pas. Et soit je vois après avec Tristan, du coup, qui me coach, soit je le refais le lendemain, si je sens que c'est bon, j'ai réglé le truc, soit j'annule l'entraînement et j'attends que... Enfin, j'annule l'entraînement. Je fais le volume, mais je fais pas l'intensité. Et j'attends que le prochain ira mieux si, justement, je cherche pas à foncer dans le mur, mais que je prends un peu de recul. Parfois, ça m'arrive de dire, bah, ok, cet après-midi, je prends off. Ça m'arrive rarement, j'ai un peu du mal à le faire, mais au moins j'arrive à me dire, je relâche un petit peu pour essayer de rester sur cet équilibre. Pour moi, c'est toujours compliqué et 2021 reste toujours très proche dans ma tête parce que je suis capable d'y retomber facilement. Mais justement, aller travailler avec quelqu'un, aujourd'hui, c'est cette étape de... Bah, j'ai appris plein de choses par moi-même, je suis un autodidacte, j'ai besoin de faire ça. Mais là, je sais que pour passer les étapes d'après, d'être meilleur là-dessus, de trouver un équilibre qui sera meilleur pour moi et aussi pour tous les gens autour de moi, bah, il me faut quelqu'un qui va en discuter avec moi et qui va m'apporter des solutions, qu'on va résoudre le problème, mais à deux en fait. D'être deux à travailler dessus pour que ça soit, ça aille plus vite et que ça soit plus efficace. Et en vrai, là, je suis mature pour ce process et j'ai envie d'aller là-dedans à 100% pour que ça avance, quoi. Ok. Trop cool, bah, bon courage. Ouais. Mais tu vois, j'ai le sourire en disant ça. C'est un truc que je trouve positif parce que c'est progresser. Et ça fait partie de... La progression, elle n'est pas juste sur tes métriques entrepreneuriaux, ta performance au marathon. Progresser toi en tant que personne avec comment tu te gères, parce que c'est quand même le truc qu'on devrait essayer de maîtriser en premier, c'est nous-mêmes. Parce qu'on vit avec nous-mêmes 24 heures sur 24. C'est vrai. Très belle phrase. T'es sûr de ça ou parce que moi je suis pas sûr. Hein. Nous on est plusieurs là, Ah oui, c'est un autre sujet ça. On s'alterne. Tu vois ce que je trouve intéressant dans ton discours, c'est que on associe souvent, tu vois, le burn-out, la dépression, effectivement, à une charge mentale et t'as parlé beaucoup de corps, tu vois. Parler de beaucoup de relations au sport, de comment tu te sens, de comment est-ce que tu adaptes un peu ton volume d'entraînement. Et je trouve que en tant que sportif, effectivement, on a un peu ce truc où on a un indicateur en plus, tu vois. On sent tout de suite qu'il y a un truc qui va pas. Et à l'inverse, tu vois, je vois beaucoup de gens autour de moi qui vont mal et il y a les indicateurs. Mais comme ils sont dans des spirales, tu vois, plutôt négatives, avec des moyens de compensation négatifs, tu vois, ils n'ont pas le référentiel de l'athlète, enfin, entre guillemets, ou la personne saine qui s'entraîne, qui connaît bien son corps et qui connaît les signaux du corps, quoi, tu vois. Ouais, puis il y a un point que je trouve important là-dessus, au-delà du sport, c'est de l'extérioriser, de le dire, en fait. Là, maintenant, Elodie, évidemment, mais mes associés et les gens avec qui je travaille en fait, et les réseaux sociaux ça en fait partie aussi. Évidemment j'essaye de pas être trop là-dedans, mais le fait de le dire, de l'écrire, de l'extérioriser, en fait ça me permet de
beaucoup plus rapidement repartir du côté positif et pas te mentir à toi-même, creuser ton trou en fait. Mais je dis très souvent aux gens avec qui je travaille, aujourd'hui je suis pas, enfin je suis pas en grande forme, donc vous aurez pas mon 100% et en fait finalement tu te rends compte que ça gêne personne. C'est ah ok bah oui. Enfin chacun en fait n'a pas son 100% tous les jours dans tous les cas, donc tu fais avec. Et juste comme tout le monde sait qu'en fait dans le quotidien tu essayes de faire de ton mieux, bah, en fait faire de son mieux c'est la seule chose qu'on a à faire au quotidien. Si on fait de son mieux, personne te reproche. En général, personne te reproche rien. C'est vrai, c'est vrai. C'est toujours une question d'intention, quoi. C'était une part d'une bonne intention et l'intention d'être positif avec toi-même, c'est l'essentiel. La toute dernière question que je pose à mes invités, c'est de savoir quelle est la prochaine personne que je dois aller voir et à qui je dois tendre le micro pour discuter pendant plus de 2 heures de santé mentale, d'entraînement. Je pense que j'irai voir un moment Tristan, je pense que ça me semble nécessaire. Tu vois, ça, c'est ma réponse facile. Mais, mais du coup, justement, je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Non, mais Est-ce que, tiens, il y a un athlète ou une personne que tu imagines? Tellement de gens qui m'inspirent. Bah, j'irais bien dire Eric Flagg pour son. Bah, un peu comme. C'est un côté qu'il y a aussi chez Tristan, du coup, mais le côté force tranquille, qu'il l'est sûrement pas si on creuse, justement. Donc, c'est ça qui est intéressant. Parce que ça, c'est la vision aussi qu'on a en tant que créateur qui regarde un autre créateur. C'est tu vois la personne, tu dis ah oui, c'est beau quand même, tout ça. Et en fait, creuser justement sur les failles, ce qui te bloque au quotidien et ce sur quoi tu dois progresser. Enfin, c'est hyper intéressant de l'entendre d'autres. Moi, j'adore les podcasts pour ça. En fait, c'est les podcasts longs. C'est pas écouter juste pourquoi tout ce que tu as fait, c'est cool. C'est ouais, si on va au-delà de ça et qu'on gratte et qu'on essaye de comprendre, bah en fait, et du coup, Eric Flagg fait plein de choses en fait. Là, il a fait un Ironman, il s'est entraîné comme un fou, mais ses contenus sont construits et il fait beaucoup de choses seul parce qu'il fait ses montages, il fait ses tours. Enfin, ouais, je sais pas comment il fait. Mais... moi maintenant, je suis heureux d'avoir une équipe parce que faire mes tournages en fait tout seul, mais être plusieurs personnes dans ta tête, au bout d'un moment, tu deviens fou aussi. Et faire les montages, c'est tellement long et chronophage. Ça fait longtemps que je monte plus mes vidéos et que j'ai passé jusqu'en 2018. J'aimais bien ça, mais en fait, encore une fois, j'avais atteint le 80% de bon, c'est bon, le montage vidéo, je pourrais en refaire, mais de manière basique. Et en fait, travailler avec des gens qui, eux, sont en quête du 100%, des e-players, enfin des joueurs, des performeurs, quoi. Et de travailler avec ces gens-là, tu es en mode waouh, c'est bien plus qualitatif, tu vois que la personne s'éclate. Et en fait, moi, ça me rend heureux de dire je passe des trucs à des gens qui vont être. Meilleurs que moi et qui vont rendre le truc meilleur à la fin, quoi. Ok. Tu m'as pas donc Eric Flagg, ça sera pour le. Ça me. Vas-y, c'est prévu. Je crois qu'en plus Maëlys elle est en contact avec lui, donc c'est très très bien. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était très plaisant. À plus.